BTLV, analyser, décrypter, comprendre. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. C'est aujourd'hui vendredi et comme tous les vendredis, c'est l'actu La Rédac et vous dans un instant. Ça va être l'occasion pour nous, pour vous, d'envisager l'actualité autrement avec mes collaborateurs. Nous allons vous donner un autre regard sur l'info. On aura tout au long de cette soirée ou cette journée, ça dépend de quel côté et à quelle heure vous nous écoutez ou vous nous regardez, différents intervenants. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler que nous avons mis en place quelque chose qui va nous permettre de continuer l'aventure des extraordinaires. C'est un crowdfunding. Pourquoi ? Pour pouvoir aller réaliser les tests à l'Institut Métapsychique. Vous le savez, les extraordinaires, ça a démarré en septembre dernier. Et la deuxième phase va nous permettre d'emmener les 10 candidats sélectionnés parmi les 40 que nous aurons découverts jusqu'à la fin du mois de décembre, dans des conditions, de les amener à l'Institut Métapsychique pour les mettre dans des conditions optimales afin que l'on puisse valider les facultés parapsychologiques. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur btlv.fr. Il y a un onglet réservé à cet effet. L'actu, la rédac et vous sur BTLV. Avec, comme d'habitude, François Demier, le rédacteur en chef de cette maison. Salut François. Salut, bonjour à tous. Henning également. Salut Henning. Salut. Habitué de la maison, maintenant c'est un des piliers de l'actu La Rédac et vous. Comme elle, parce qu'au départ c'est une habituée, c'est une abonnée BTLV. Et je vous rappelle que vous avez votre place ici. Vous avez votre micro qui est ouvert et qu'il vous attend pour nous donner votre point de vue sur l'actu. Pour cela, et si vous voulez participer, il n'y a rien de plus simple. Vous faites rédaction@btlv.fr. Vous me dites, j'arrive. Ok, on vous reçoit. Il n'y a pas de problème. Mathieu est là également. Salut Bob, bonjour tout le monde. On a également Anthony qui est à la réalisation vidéo, qui est planqué là-bas, qui va faire un petit signe de la main. C'est le chevelu, c'est le seul qui est pas coiffé. Voilà, c'est normal, il est jeune. Voilà. Et puis notre grand témoin aujourd'hui, c'est Julien Perron. Salut Julien. Salut Bob. Il est à l'origine d'un film qui a mis 4 ans de tournage. C'est quoi le bonheur pour vous ? Voilà, c'est un joli DVD, une production participative aussi, 503 Kiss Banker, ou Kiss Banker, je pense que ça suffit. Ouais. 25 pays, 1500 intervenants, 800 000 kilomètres à travers la planète pour découvrir quel était le bonheur ou la définition du bonheur. On va y revenir tout au long de cette émission. Ton micro est ouvert, tu réagis à l'actualité bien évidemment quand tu le souhaites. 800 000 kilomètres à travers le monde. Est-ce que tu as... Allez, un point commun sur toutes ces définitions du bonheur. Le bonheur. Voilà, c'est ça. Ou la quête du bonheur. La quête du bonheur, ouais. Mais effectivement, s'il y a vraiment un fil, c'est le bonheur, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition qui soit commune. Je le dis souvent, c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions, donc chacun a son point de vue. Toi-même, tu donnes ton point de vue d'ailleurs dans le film, et... s'il y a un fil rouge, c'est le bonheur. Est-ce que tu es allé à la rencontre de gens qui avaient déjà fait un chemin vers une autre vie, ou est-ce que tu es allé rencontrer aussi des gens, des hommes d'entreprise ou pas ? Quelle population on va trouver dans le film ? L'idée, c'était justement d'avoir une population vraiment très... hétéroclite. Ouais, complètement. Ouais. Donc du coup, j'ai rencontré beaucoup de personnes, 1500 personnes. Ouais. Il y a des philosophes, il y a des scientifiques, il y a des écrivains, il y a la population. Il y a vraiment un peu de tout pour essayer de croiser les regards, évidemment, et essayer de voir s'il y a une tendance qui sort de tout ça. Alors, il y a quelque chose qui est très sympa, parce que moi, je l'ai pas vu complètement, le film. J'avais vu l'extrait que tu m'avais envoyé quand tu m'avais interviewé. On l'avait posté, d'ailleurs. J'ai vu la bande-annonce. On va vous la diffuser dans l'émission, bien sûr. Mais il y a un côté très poétique dans le film. C'est-à-dire que c'est vrai que parler du bonheur... Peu de gens sont capables de définir le bonheur finalement. Les gens sont souvent des handicapés du bonheur. Ça, c'est quelque chose que tu as remarqué ? Oui, il y a une personne sur 4 qui est incapable de donner une définition du bonheur. C'est incroyable. Ah ouais, c'est assez incroyable. Elle te regarde dans les yeux, elle te dit « je suis désolé, mais je vois pas ce que c'est pour moi le bonheur ». Et donc, ça m'a poussé justement à continuer. Je me suis dit, c'est pas normal quand même. Pourquoi il y a autant de personnes qui sont incapables de donner une définition ? C'est qu'il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir un problème, d'autant qu'on s'est un peu coupé de ce bonheur, parce que ça revient à dire qu'on s'est coupé de l'essence même de l'humanité, en tout cas de ce que nous devions être au début, c'est-à-dire des gens heureux sur une planète magnifique, et finalement on s'est mis plein de soucis, et le malheur est devenu... presque légion par rapport au bonheur, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire on est dans des sociétés qui sont ultra conditionnées. Peu importe le lieu dans lequel on se trouve, on est quand même conditionné. Alors après, il y a des conditionnements qui sont peut-être un peu plus sains que d'autres. Faudrait comparer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, parce qu'on est sur le territoire français, on a un conditionnement qui tend pas justement vers le bonheur, bien au contraire. On est plutôt coupé de notre liberté, on nous met en compétition avec les autres. C'est assez compliqué. C'est souvent dans les sociétés occidentales où le bonheur a du mal à trouver écho, parce que justement il y a cette compétition, il y a le consumérisme, il faut toujours plus. Et quand tu vas en Asie, quand tu vas en Afrique, il y a des gens qui ont beaucoup moins,
et qui sont très heureux et qui vivent avec ce qu'ils vivent, quoi. C'est exactement ça. En fait, on nous fait croire que parce qu'on possède des biens, parce qu'on possède, on est heureux. Alors que évidemment, c'est tout l'inverse, quoi. Ouais, bien sûr. Tu le dis à juste titre, dans des pays justement où ils possèdent rien. Ouais. En tout cas, on a le sentiment en discutant avec eux qu'ils semblent plus heureux que nous. Ouais. Mais c'est encore une question de définition. Exactement. C'est un regard qu'on porte aussi parce qu'on est occidentaux. Mais malgré tout, on peut être sûr, et ça, on peut considérer que les scientifiques quand même le valident. Ouais. On n'est pas heureux parce qu'on possède. Oui, c'est ça c'est sûr. Hein. Ça, c'est une certitude. Ouais. Bah, ça peut même être l'inverse. Hein. Moi, je renvoie toujours au film, au documentaire disponible sur Netflix qui s'appelle Minimaliste et qui explique justement que plus on a de choses, moins on est heureux en fait, parce que si tu veux, t'es toujours en quête de quelque chose. Voilà, en fait, tu donnes souvent l'exemple. Tu dis voilà, moi je rêve d'une Maserati ou je sais plus quelle voiture tu adores, et tu t'es le premier à te dire ouais, mais si un jour j'arrive à l'avoir, je vais me dire bah ok, je l'ai. Moi je voudrais faire James Bond, la DB9, tu sais, je crois que c'est Aston Martin. Mais je pense qu'une fois que tu l'as, c'est ça. Tu l'as, c'est un bel engin, tu l'as 3 jours, c'est super. C'est ça. Puis il y a aussi le côté on est enchaîné en fait. Oui, c'est ça. À ce qu'on a. Donc plus on possède et moins on a de liberté. Ouais. Mais c'est ça. Mais le vocabulaire est déjà comme ça. Ma voiture, ma femme, mon enfant, mon boulot, ma maison. Il y a le côté possession quand même. C'est ça. Mais c'est prouvé. Hein. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple de la DB9 que j'aime beaucoup aussi. Tu la possèdes. En un mois, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire la sensation de bonheur. Le kiff, quoi. Le kiff, ça y est, c'est fini. En fait, tu t'es habitué à l'odeur du cuir, à la piloter, et tu prends plus de plaisir. Mais c'est surtout qu'après, tu veux encore mieux. Ouais. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ta Maserati, tu dis tiens, je vais avoir la Hublot qui va avec et la montre à 10 000 balles ou un truc comme ça. Donc tu vas être frustré et malheureux tant que tu l'as pas, cette montre. Donc l'idée, c'est moi à l'époque, je sais que j'aimais bien avoir des nouveaux vêtements, des nouveaux trucs, des machins. Maintenant je t'ai fait quelques mois, je suis dans un truc t-shirt noir, jean. Allez. Non mais ça sert à rien, sinon je vais dépenser tout mon fric chez H&M ou n'importe quoi et au final je vais plus avoir de pognon. Donc non, voilà, à la maison j'ai 15 t-shirts noirs, j'ai un jean et un pantalon beige. Par contre, il faudrait que tu les laves maintenant. Ça nous apporterait beaucoup de bonheur. C'est ça l'odeur, d'accord. Non, mais c'est un truc tout bien, et je sais qu'à la maison pareil, on a envie d'avoir des choses, des lumières, des décorations et tout ça, et au final tu te dis mais on va juste accumuler des choses, accumuler et au final est-ce que c'est ça qui va t'apporter du bonheur, est-ce que c'est ça qui va t'apporter du plaisir, est-ce que finalement cet argent tu peux pas le mettre de côté, peut-être pour voyager, peut-être pour faire d'autres choses, peut-être que le bonheur tu peux le trouver en aidant dans des associations, en aidant des gens, enfin il y a peut-être plein de choses à faire, et c'est vrai qu'on est habitué par la télé, par la société et tout à vouloir des choses. En fait on veut des choses et on pense que c'est ces choses qui vont nous rendre heureux, mais finalement non, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses et ils sont tous malheureux. Si le bonheur était synonyme de possession, ça serait, il y a plein de gens qui seraient dans des châteaux qui seraient pas malheureux, qui seraient pas en dépression. Mais il suffit de regarder les caves, tu regardes les caves de tous les Français, ou même peut-être autre part, les caves sont blindées d'objets qu'on n'utilise jamais. Bien sûr. Mais on se dit, on sait jamais. Mais on sait jamais. C'est ça. Ah mais on possède. Moi je vais déménager dans 15 jours, je peux vous dire que tu dois faire un tri là. Moi je suis un bazardeur, moi, c'est-à-dire qu'en fait, mais ma femme garde tout, c'est-à-dire qu'en fait voilà, donc elle a des fringues, je pense, dans sa penderie qu'elle mettra plus jamais dans la penderie du bas qu'on a mis dans le garage, mais on sait jamais, voilà, c'est le on sait jamais. Si ça revient, on pourra plus rentrer dedans de toute façon, donc voilà. Mais le côté consumériste, on l'a aussi avec les gens, c'est-à-dire que regarde aujourd'hui dans les couples, on prend pas suffisamment soin de la personne avec qui on est. Souvent, on oublie que c'est une belle personne, parce que si on s'est choisi, si elle nous a choisi, si on l'a choisi, c'est qu'il y a quelque chose qui est quand même très très fort. Et aujourd'hui, on consomme aussi les relations et l'amour comme on consomme une télé. C'est clair, regarde les sites internet qui pullulent, justement, où tu peux rencontrer soi-disant l'âme sœur. Il y a même des sites où c'est autorisé et légal de tromper ta femme. Souvent c'est le cul-sœur, c'est pas l'âme sœur qu'on veut trouver. Donc voilà. Moi je me demande, est-ce qu'on consomme, est-ce que c'est parce qu'on consomme, enfin on a cette idée de je passe de l'un à l'autre, ou est-ce qu'on prend pas justement assez le temps de choisir? Ah, mais peut-être, mais l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on choisit une femme ou un mec pour une nuit ou pour la vie. D'ailleurs ça ne dure plus jamais vraiment la vie aujourd'hui, très peu en tout cas. Comme sur un site, quoi, sur un truc en 2 secondes. Mais je pense que c'est... Alors, qu'il y ait le premier, que ce soit un vecteur de communication, de rencontre, ça peut être... voilà. C'est bien, Mais, parce qu'il y a des gens, ils sont incapables d'aborder quelqu'un dans la rue ou dans un bar, etc. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de l'abattage, quoi. C'est-à-dire que les gens consomment les gens, ils consomment d'autres gens
comme si c'était... comme si t'achetais un jean. Voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est un tout et tout est lié. Je sais pas si je dis quelque chose de correct, mais je pense que tout ça c'est lié à Internet. Ouais. Parce que sur Internet, t'as accès à tout, tu peux tout voir et en plus tu vas super vite. Je sais pas je sais pas comment vous utilisez Facebook, mais moi en général c'est tu vas super Demande vite. pas à moi, parce que moi je l'utilise pas, je sais pas comment ça marche. Et t'es fidèle et t'es toujours avec la même femme aujourd'hui, donc là, je pense qu'il y a peut-être un lien. Mais on m'a dit qu'on draguait sur Facebook. Bah oui. Ah bon? Bah oui. Ah oui, je savais pas. Ah ouais, moi, je mets des trucs pour le boulot, quoi. Tu vois, je dire. Donc, Non, il y a plein de gens qui draguent par Facebook, mais en fait, on va vite, on va chercher de l'info, on va chercher des films, des trucs, on va super vite, mais c'est comme avec le porno. Enfin, tu vas dessus, tac, tu vois, tac, tu fermes, et puis le lendemain, tu vas voir autre chose. Et je pense que le problème, c'est que on est dans une espèce de société Kleenex, c'est-à-dire tu te mouches dedans, tu le jettes. Oui, mais c'est et je pense que triste, quoi. C'est hyper triste. C'est clair. Ouais. Mais finalement, le bonheur, c'est quand même quelque chose de très simple. Vous parlez que de consommer, regarder un coucher de soleil, ça c'est gratuit. Mais oui. Et le bonheur, on l'a tous les soirs. Ah non, mais moi, voilà, ça c'est vraiment se poser, regarder, etc. On va y revenir sur le bonheur avec Julien Perron tout au long de cette émission. 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions. C'est un joli film qu'on peut commander. On mettra le lien, bien sûr, avec cette émission. Vous l'avez sous celle-ci, que ce soit sur le replay ou le podcast. BTLV, analyser, décrypter, comprendre. François Desmillet, une actu qui t'a marqué cette semaine. Oui, une actu en relation avec notre invité, Julien. On peut bloquer les pensées négatives. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Donc broyer du noir, est-ce que ça t'arrive souvent, Bob? Est-ce que ça vous arrive? De moins en moins. Moi, honnêtement, je veux plus m'embrouiller. J'évacue. Mais vraiment, je dis par la main, pas faire autre chose. Je veux plus regarder. Je vais plus sur les réseaux sociaux parce que c'est Mathieu qui s'en occupe. Moi, la véhémence des gens, le côté sombre sur cet égrégore négatif, je veux le fuir. Mais comme avec ma femme, dès qu'elle gueule, je fais, je m'en vais. Et en fait, finalement, une heure après, elle t'appelle, sourire, etc. Ouais. Parce que ça ne sert à rien. Tu perds une énergie incroyable. C'est clair. Et t'as mal à l'estomac. Tu dis, mais pourquoi, quoi? C'est absolument dingue. Alors, des chercheurs britanniques ont fait une découverte étonnante à propos d'une molécule active dans notre cerveau. Ça s'appelle le GABA. Ah. Le GABA, c'est pas le cabas, c'est le GABA. Est une petite molécule. Arrête avec les vannes, je te jure. C'est très abondant. Tiens, notre bonheur aussi passe par là. T'arrêtes de faire des vannes. Ouais, mais enfin, il y a un lien entre le cabas qu'on traîne. Non, tais-toi. N'insiste pas parce que le mec, en plus, il va. L'invité dit que j'ai raison. Donc, l'invité a Si toujours. Julien, bon, bah Faut le voilà. soutenir, c'est bien. Donc, c'est une petite molécule très abondante dans notre cerveau qui joue le rôle de messager chimique ou neurotransmetteur entre deux neurones. C'est le neurotransmetteur inhibiteur de référence. D'accord. J'ai pas tout à fait tout compris. Alors, les Le personnes. GABA est un neurotransmetteur. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Pas, tu c'est pas- cultives est des un messager pensées chimique. positives, Voilà. t'as des molécules chimiques qui viennent se fixer quelque part, Voilà. et donc c'est positif pour toi. Voilà, Pour c'est ton corps. positif, tout le monde a compris, sauf Mathieu. Mais ça revient à ce que disent tous nos invités. C'est-à-dire que tu penses positif, tu as du positif, tu penses négatif, tu provoques en toi tout ça pour ça, quoi. Je veux dire, le mec, il fait genre une Et c'est première prouvé info, scientifiquement maintenant. Oh. Ah, ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que, par exemple, le phénomène de la loi d'attraction qui est très proche de ce qu'il dit, jusqu'à présent, ça a été un peu martelé de mouvements un peu bizarres, spirituels. Avec des Alors gourous que c'est quand une même, pas réalité. Avec des gourous, exactement. Alors que c'est une réalité. C'est vrai que si on pense positivement, on attire des choses positives au même titre que si on pense négativement. Ah, mais moi, je suis persuadé que si tu te projettes quelque part, si tu te vois quelque part, si tu vis la situation avant même qu'elle n'arrive, elle arrive. Ça, j'en suis mais convaincu. C'est clair. Convaincu. Mais il y avait les méthodes Coué d'ailleurs, il y a une centaine d'années, Mais bien sûr. qui étaient efficaces. Mais tu sais, rien n'est moderne. Hein. C'est-à-dire, quand tu prends tous les trucs-là, les sages d'antan avaient la même réflexion. On se posait la question d'ailleurs, on se disait, avec Julien tout à l'heure dans son DVD C'est quoi le bonheur, c'est que s'il avait interviewé les gens il y a 2 siècles, il y a plein de définitions qui seraient les mêmes. Je suis persuadé parce Il y a que des chances. Ouais. voilà, il y a en fait les définitions, elles existent depuis toujours, elles sont là. Et ça, pareil, la méthode Coué, ça existe depuis toujours. Et je pense qu'il y a 5 siècles, il y a des gens qui devaient dire, voilà, pareil. Par contre, cette découverte est très importante. Ça va pouvoir permettre d'aider beaucoup de personnes qui ont des troubles comme la schizophrénie, des stress post-traumatiques. Enfin, c'est quand même une avancée importante pour des gens qui sont vraiment très 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 malades. Ouais. Parce qu'il y a des gens où
Tu le sais bien qu'ils se plaignent alors qu'ils ont tout pour être heureux. Ouais, mais alors après, il y a aussi les gens qui sont. Voilà. Ouais. Non, puis il y a surtout Et des ils gens qui s'enferment sont dans- heureux dans le malheur. Voilà. Donc, ils ont besoin Autour de la d'être malheureux. satisfaction, Voilà, c'est ça. Donc, Et ce qui est important de savoir, c'est quand même qu'on est artisan de sa vie. ouais. C'est-à-dire que du complètement. fait de nos pensées, on peut créer notre vie, quoi. Donc c'est quand même important de le souligner. Moi, je dis toujours, tu es responsable de ton destin. Hein. C'est-à-dire qu'en Mais c'est fait, clair. voilà, c'est ce libre arbitre-là qu'on a. Parce que même s'il y a plein de choses qui sont écrites, je pense que tu es quand même un acteur. Sinon, c'est triste. C'est-à-dire que si on a décidé que quelqu'un là-haut, il a mis les G et les D, il les a balancés, il dit bon, toi, tu seras comme ça, toi, tu vas en chier, toi, tu vas réussir, tu seras acteur, tu seras porno, tu seras machin, tu seras footballeur. Enfin, si c'est comme ça, c'est triste. Heureusement qu'on a quand même une influence sur nos vies, quoi. Donc, Et puis je pense qu'il y a un truc, moi, je pense que j'en ai déjà parlé ici, mais de faire un petit truc hyper bien, surtout quand ça va pas top, mais même le faire quand ça va, c'est de noter chaque moment sur son téléphone ou sur un petit papier, mais tous les jours, noter les choses positives. Mais quand je dis positif, ça peut être un tout petit rien. Moi, à chaque fois que je vois un super coucher de soleil quand je suis en scout ou quand je suis dehors, je m'arrête 3 secondes, je le regarde et je suis en train de me dire, c'est quand même sacrément canon ce que je suis en train de voir. Ouais. C'est beau, ça me fait du bien. Bon, déjà, le fait de le prendre en considération, ça fait du bien. Mais si on se le note sur son téléphone, t'as tous les petits trucs. Genre, je me suis tapé un fou rire avec un tel. J'ai bu un thé qui m'a fait du bien. Voilà. Ouais. Parce que parfois, tu bois un thé, ça te fait du bien. Voilà. Des choses comme ça. Tu notes tout. Le soir, tu te fais un petit tableau. Tu fais le tableau des choses positives et des choses négatives. Tu verras, il y a tellement de choses positives dans la journée. Et ouais. Mais on les prend pas forcément en considération. Mais oui, parce que la société veut pas que tu les prennes en considération. Regarde les informations, c'est que du négatif. Bah ouais. On veut te montrer toujours le négatif, le Donc, tu as négatif. l'heure du dîner. Voilà, donc tu vois, t'es en train de manger, t'as passé ta journée de merde et là t'entends 50 morts, un séisme, le machin. Tu n'as que ça. Mais est-ce qu'on regarde pas ça aussi Enfin, moi, je regarde plus vraiment regarde plus, tout mais- ça parce que c'est un peu, ça fait peur. Mais pour se dire que finalement, moi, je vais bien. Oui, Tu sais, ça des rassure. trucs comme ça, tu Bien regardes sûr. des trucs malheureux pour te dire non mais moi ça va, j'ai pas eu ce problème quand on m'a pas coupé les jambes et les bras, donc ça va. Je pense qu'il y a un côté un peu bizarre aussi en nous quand on regarde ce genre de choses. Non, puis l'homme est un peu voyeur aussi. Ouais. Mathieu a raison dans sa démarche. Florence Servan-Schreiber a écrit un bouquin qui s'appelle 3 kiffs par jour. Ouais, Et, pas genre. je trouve ça excellent. En fait, elle le faisait à la base avec ses gamins, justement. Ils se retrouvaient le soir à table et disaient voilà, c'est quoi vos kiffs de la journée Et si tu prends l'habitude, justement, comme il le fait Mathieu, de faire ça, mais évidemment, tu tends vers quelque chose de positif de Bah ouais. plus en plus, quoi. Donc ça rejoint oui. ce que disait François au niveau des pensées positives. Ouais. Ben, il y avait un film avec Bruce Willis et une actrice, je ne sais plus laquelle, Michelle Pfeiffer, je crois, où en fait c'est le déchirement d'un couple, voilà. Et ils avaient un rituel, ils arrivaient tous les soirs, ils disaient c'est quoi tes up, c'est quoi tes down de la journée. Oui. Et ils bien, disaient ça à toute la famille, c'est-à-dire que les gens disaient ah ben moi j'ai fait ça aujourd'hui, et puis les downs, et en fait ils s'apercevaient qu'il y avait et le fait d'en parler déjà ça libérait, que ce soit les up ou les downs, c'était important. Et tu t'aperçois que tu as plus de moments joyeux quand même. T'as bien mangé, t'as déjeuné avec un copain, t'as clair. discuté, t'as eu un coup de fil sympa de ta mère, de ton oncle, de ce que tu veux. Voilà, il y a plus de moments positifs, mais c'est vrai qu'on se focus toujours sur le Sur négatif. le négatif, moi j'ai des amis autour de moi et des même, amis, même toi dans la famille, ouais, ça m'arrive parfois, mais pas tout le temps, ça dépend des mois. Ah, c'est ça. Et tu vois, en fin de journée, on se retrouve et c'est alors ta journée. Oh bah c'était nul, j'ai eu ça. Donc là, en fait, t'es complètement déprimé parce qu'il s'est passé ça, ça et ça. Raconte-moi les trucs cool. Ouais. Et en fait, et ça revient à ce que je disais juste avant, il y a tellement plus de choses positives. En général, Bien sûr. si on regarde bien, il y a plus de choses neutres et positives que choses négatives. Mais il faut Enfin- pas oublier un truc, c'est qu'on est conditionné en France. Tu vas au Canada, tu vas aux États-Unis, tu vas dans d'autres pays. Les gens, ils sont pas comme ça. Hein. Oui. Quand tu parles avec eux, ils sont pas déprimés ou ils vont pas dire oh là là, j'ai passé une sale journée aujourd'hui, c'était horrible. Non, il y a quand même quelque chose qui est très important du fait qu'on soit conditionné dans notre société. Mais parce que si on est dans une société qui souffre depuis pas mal de temps maintenant, c'est-à-dire que regarde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu de très belles années. La douce France, comme on l'a appelé, où tout allait bien, et puis après, c'est parti en vrille quand même depuis Un peu, les ouais. années, depuis le choc pétrolier, de toute façon, c'est parti en couille. Et on n'est que dans, il faut se serrer la ceinture, ça va pas bien, on impose de plus en plus. Tu vas acheter un thé, tu prends 20%, il te coûte 20% plus cher, ou 10, je sais plus, c'est 20% la TVA, c'est 20% maintenant. 20%, ouais. Voilà, on te prend, t'as de l'impôt direct, indirect, on te demande, tu peux plus aller prendre ta voiture et rouler vite, sans rouler vite, t'as un mec, tu peux plus faire pisser ton chien là, tu peux plus fumer une clope, on est dans la société de l'interdiction, au lieu d'être dans la société de la responsabilisation. Complètement. Voilà. C'est-à-dire que quand tu dis aux gens, ok mon pote, t'as une voiture là, tu roules à 170, 200, tu risques de tuer des gens et de mourir toi-même aussi. Roule moins vite. Ouais, mais je suis pas sûr que ça marche. Malheureusement, là, je suis un peu. Mais parce qu'on nous prend pour des enfants. Non, Je non, pense mais que- si, on nous parce- déresponsabilise. On nous déresponsabilise. Pourquoi c'est les clair. gens ils donnent leur bulletin de vote à tous les 5 ans en disant il va s'occuper de moi, tout va bien, la merde c'est lui qui s'en occupe. Mais t'as Ouais, qu'à- c'est clair. Non. mais je pense Regarde, en que c'est- je suis Allemagne, pas d'accord. apparemment, ils fonctionnent sans limitation de vitesse Regarde. et il y a Ah oui. moins d'accidents qu'en Voilà. France. Bien hein. sûr.
Ah, mais il y en a quand même. Il y a Oui, mais on te dit pas qu'on va arriver à zéro, il y aura toujours Il y des. a quand même des gens qui font n'importe quoi et qui vont trop vite et qui tuent des gens. Oui, mais quoi Oui, qu'il mais en t'en soit, as- aujourd'hui, aussi en France, t'as des gens qui Bien font sûr. n'importe Ah, quoi et mais- qui vont trop vite. Faut quand même, enfin, je veux dire, c'est tout bête, mais par exemple, en France, il y a eu de plus en plus de règles. Non. Sur la si, il y a plus de règles Oui, sur mais la c'est ce que sécurité. Ah oui, tu- pardon, j'avais entendu non. Il y a plus de règles sur la sécurité routière, sur les limitations de vitesse et tout ça. Il y a moins de morts. Ouais. Non, ce qui fait moins de morts par rapport à moi quand j'étais gamin, c'est que t'as des ceintures, t'as des airbags, si, t'as des et t'es machins. obligé de la Oui, mettre. c'est- Voilà, ceci, non, cela, voilà. enfin, Non, mais aujourd'hui, ça fait t'as partie. plus beaucoup de monde qui rentre dans la voiture qui met pas la ceinture. Non, mais Même parce si que c'est- justement, mais non, mais parce C'est un que réflexe. c'est un réflexe parce qu'on a responsabilisé les gens. Je pense que t'as pas Quand tu- besoin d'être dans la répression. Quand tu- Le système répressif est dangereux pour l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il responsabilise pas. Le mec, il se dit voilà, je me laisse faire et c'est Mais insupportable. bien sûr, Oui. on le Quand voit dans tu la passes- santé. Pardon. On le voit dans la santé, on le voit dans l'éducation, on le voit dans l'alimentaire, on le voit dans plein de trucs. On est déresponsabilisé à tout niveau. quoi. Complètement. Ouais, ouais. On t'apprend pas forcément, enfin, pour rester sur l'exemple du permis, quand tu passes ton permis, pourtant je l'ai passé enfin, il y a un petit moment quand même, on te dit pas pourquoi il faut pas que tu roules vite, pourquoi il faut pas que tu boives, etc. On te dit, attention, si tu roules trop vite, tu auras telle amende, Une amende. tant de points. Si tu bois trop, tu auras telle amende, tant de points. Au lieu de passer effectivement par une explication, Alors, par quelque chose je d'éducatif. vais te couper parce que je suis pas du tout d'accord avec toi. Quand tu vois la prévention routière aujourd'hui, on n'est pas sur attention, ne roulez pas vite, vous allez perdre des points. Il y a que Bah, des quand pubs tu et que des passes choses ton sur- permis, Mais c'est et- quand tu passes le permis, le môme qui a 18 ans, mon fils il est en train de le passer, on lui a jamais dit tiens, tu vas t'asseoir, je vais te montrer les dégâts que tu peux faire avec ta voiture. Le Alors, danger que tu peux faire. J'en ai pas le même souvenir. Moi, dans mes cours de conduite et tout ça, on en parle. Hein. Oui, Moi, moi, dans mes ah cours, bah, moi, moi, on je en n'ai parle. aucun Peut-être que souvenir. t'étais tombé Mais sur il y a juste un truc qui est pas logique, c'est pourquoi les constructeurs ils font des bagnoles Oui. avec lesquelles on peut aller jusqu'à 230 km/h. Ouais. C'est juste C'est pas pas normal. logique. Ouais. Ouais. Oh, mais ça, c'est tout le paradoxe de la société industrielle Ouais. et des gouvernements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on estime que tu dois rouler à 150 maxi, parce que il faut pouvoir de temps en temps avoir une accélération pour dépasser, parce que ça peut sauver la puissance. Oui, bien aussi. sûr. bah ouais. Ouais, tu te dis, voilà, je bloque le compteur ou je bloque le truc C'est à ça. 170, c'est terminé. Voilà. Ou 150, qui est déjà énorme. Voilà. Non, on fait des voitures qui roulent à 200. Alors, il y a quand même une prise de conscience. Quand tu es sur l'autoroute aujourd'hui, tu vois plus comme moi dans les années 80 des gens qui passent à 200 à côté de toi, Ouais. qui te doublent. Il y a quand même une homogénéité quand même dans la circulation aujourd'hui. Mais le répressif m'énerve. J'en peux plus. Je n'en peux Ah, plus. mais C'est un je truc comprends, qui me fatigue. Tu peux plus. Quand tu regardes, on est obligé de mettre un casque aujourd'hui. Voilà. Ok. Mais si tu mets pas de casque, tu peux mourir. Mais si t'as pas envie de le mettre, bah, tu le mets pas. D'accord. Et tu en fais quoi de la personne qui t'a, sans faire exprès, renversé et t'a tué? Eh ben, Mais ça n'a rien à voir avec ton mais ça casque, n'a rien à voir ça. avec ton casque. C'est Ah, toi. si t'as pas de casque, il y a Non. plus de chances que tu meurs Mais quand c'est même. ta Oui, mais toi- responsabilité. Oui, c'est Mathieu. ouais, mais t'imagines, non, mais t'imagines l'effet que ça va avoir sur la personne qui va te renverser et qui t'aura donc tué. Elle va s'en vouloir toute sa vie parce qu'elle a tué une personne. Enfin, je trouve ça. Non, je suis pas du tout d'accord. Ah et bah, puis, alors, moi, je regarde parce que là, on en fait quand même. aux États-Unis, le casque n'est pas obligatoire. Et bah, il y a pas plus de morts à moto qu'en France. ah bah alors déjà, ils ont pas la même façon de conduire parce qu'ils ont pas le droit de faire de doubler les voitures quand il y a des fils et des choses comme ça, donc ils conduisent pas du tout de la même manière déjà aux États-Unis. Et d'autre part, ça n'enlève pas le fait que la personne qui tue quelqu'un parce qu'elle a pas mis son casque va s'en vouloir toute sa vie parce qu'elle a Mathieu, tué quelqu'un. Ils sont- Mathieu, il y a trop de répression en France, c'est Voilà. insupportable. Ok. Mais regarde, la preuve, on t'impose la médecine aujourd'hui. On a fait le professeur Henri Joyeux et Luc Montagnier qui a une autre vision de la médecine. Non, on veut t'imposer Ah, mais non, une mais- vaccination, ouais. un machin, un truc. Bah ouais, pour mais des c'est questions- insupportable. là, je Oh, suis- c'est enfin- des lobbying là, c'est pour des Oui, questions financières. oui, mais hein. le problème c'est que le lobbying, il agit sur l'État et l'État devient un État répressif. Bah oui, non, Voilà, c'est donc, clair. Moi, tu prêches un convaincu. J'ai l'impression qu'on en fait tout un truc. Alors, est-ce que vous, dans votre quotidien, là, enfin, est-ce que vous vous sentez complètement oppressé par les règles et tout ça, par les vaccins? Est-ce que tu te sens oppressé? Est-ce que Mais c'est tu pas te une sens question par l'alimentation? d'oppression. Est-ce qu'on se sent mal? Parfois, dans certains domaines, et là, et là, je rejoins ce que vous dites tout à l'heure. On est aussi à notre libre arbitre. On fait un petit peu ce qu'on veut aussi. Ah, moi, ça C'est-à-dire, m'emmerde. non. Hein. Oui, moi, non. ça m'emmerde. Hein. Je peux te dire que tu peux pas écouter de musique sur ton scooter, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela, tu peux pas faire ce. À un moment donné, c'est-à-dire que tu sors, on te prend une amende. Qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils disent maintenant en voiture? Tu peux plus non plus. Il y a un truc que tu peux plus faire. Où tu prends encore une fois 135 euros. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que si tu veux, et c'est toujours le même qui trinque en plus, hein, c'est-à-dire que voilà, je regardais quand même hier, quand même les commandés Chronopost qui va plus à Saint-Denis distribuer Et pourquoi parce qu'il y a trop de violence, etc. Oui. Mais pourquoi? Parce que les flics n'y vont pas. Oui. À un moment donné, par contre, toi, tu vas dans le 92, dans les banlieues de Bourgeois. Bonjour, monsieur, policier national, à 3 points. Ça, c'est dans Voilà. le sud. Non, mais tiens, il y a des mecs qui sont mutés. Non, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné,
Moi, je pense que le système est trop répressif et il faut des garde-fous, mais ça passe par toute une éducation. C'est ce que je veux dire, ça part de là. Ça part de l'éducation. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme le respect des gamines, des filles. On parle du harcèlement, mais on n'a qu'à indiquer à des gamins à l'école qu'une fille, c'est pas un objet. Tu m'étonnes. Comme on le montre dans les films de cul aujourd'hui, c'est-à-dire Et qu'aujourd'hui. Et voilà, ouais, et c'est les parents, ça part de là, ça part de l'éducation. J'ai l'impression d'être relou, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'associations qui viennent dans les écoles justement pour parler du viol, pour parler de sexualité, parler de tout ça. J'en ai Ça jamais vu. existe, mais c'est Moi parce non que t'es plus. plus à l'école. Non, toute ma- Mais poser la Non, mais- question à d'autres personnes, au collège. Ma et tout fille ça, n'en il y a ça. jamais eu. Je suis pas sûr. Et ben alors moi je vais dire par exemple pour Je te dis pour la pas que ça sexualité, je l'ai n'existe eu. pas. Pour la sécurité routière, je l'ai eu et on m'a pas dit, et c'était une journée complète, hein, c'était pas va y avoir tant de points en moins et tant d'amendes, c'est une journée complète avec plein de mises en situation, avec plein d'explications comme ça. Les cours en Mais SVT, ça quand on parlait devrait de être, sex- mais quand on ça parlait de devrait sexualité. être totalement répandu alors. Ça devrait pas mais être j'ai une quand même- exception. Attends, j'ai quand même fait plusieurs collèges et plusieurs lycées, dans ces plusieurs endroits, j'ai eu ça en SVT, Jamais. en Bah, moi, j'en troisième, ai jamais où vu. on Moi non apprend plus. à se protéger sexuellement, on apprend plein de choses. Enfin, j'ai mais l'impression ça- que je suis le seul. Enfin, Ça, c'est- Mathieu, c'est un détail. Si on prend le sujet de l'éducation, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur là, depuis quelques années. Si on prend ce sujet-là, pour moi, justement, tout part de là, tout part de l'éducation. Et quand on regarde notre système éducatif, on voit bien qu'on ne fait pas en sorte que de se révéler tel qu'on est, tu vois, de tendre vers ce qu'on est, vers le bien-être, etc. On est plutôt justement dans une éducation qui est répressive, c'est-à-dire qu'on nous coupe de notre liberté, on nous coupe de plein de choses. Compétition aussi. Exactement, ouais, un mode de compétition. Alors qu'on devrait faire l'inverse, justement. C'est-à-dire qu'on ne se poserait pas toutes ces questions si on en sorte que l'éducation nous amène justement vers ce qu'on est potentiellement. Mais déjà, je pense qu'il faut changer le terme. Il faut appeler ça l'instruction nationale et pas l'éducation. Ça responsabiliserait aussi peut-être un peu plus les parents qui, pour certains, se déchargent de cela en disant les profs vont l'éduquer. C'est pas aux profs de l'éduquer. Le prof, il est là pour instruire et il n'est pas là pour l'éduquer. En revanche, l'instruction, ça peut être aussi, attention, vous êtes des garçons, vous êtes des filles, il y a quand même un cadre, on fait pas n'importe quoi, etc. Enfin, moi j'ai entendu... j'ai un copain qui a des enfants qui sont à Neuilly à l'école. Les gamines, elles font des pipes pour avoir des entrées en boîte de nuit à 14 ans, quoi. Ah ouais, c'est moche. Donc tu te dis, mais déjà le respect de soi, moi j'ai toujours dit à mes enfants, fais ce que tu veux si tu te respectes et si tu l'as choisi. Ne te laisse pas imposer quelque chose, quel que soit. Après les gens font ce qu'ils veulent dans leur chambre, tu vois ce que je veux dire. Mais à partir du moment où tout le monde est consentant, ils le décident, ça va. Mais on est dans une... Mais c'est le film Police. Tu te rappelles le Police quand elle dit, ah bah j'ai sucé parce que j'avais mon téléphone, on m'avait pris mon téléphone. Et l'autre, elle se marre, elle dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour un ordinateur? Donc tu vois, c'est un peu ça, ça devient dingue, quoi. Ouais. Et ça, c'est le respect de soi. Et c'est l'image qu'on te renvoie, parce que si la fille elle se respecte pas, c'est qu'on lui envoie une image Bah, c'est clair. de non-respect. Ça c'est quelque chose qui. Donc moi je pense que le système est trop répressif, mais enfin après. Il y a plein d'initiatives positives autour de ça. Bien sûr. Maintenant, il y a une flopée d'écoles alternatives qui existent. Il y a beaucoup Qui coûte la peau des fesses. un festival. T'en fais un festival, toi, Ouais, tous ouais, les ans. C'est ça, ouais, le festival pour l'école de la vie. Notamment, on avait 12 000 personnes cette année de la France entière, donc preuve que ça montre que la population sont concernés. C'est-à-dire qu'on est tous potentiellement concernés par l'éducation, évidemment. Et donc l'année prochaine, on attend plus de 20 000 personnes, donc c'est un gros festival. Ouais. Et on voit bien qu'au sein de ce festival, il y a 300 exposants. Ouais. C'est 300 professionnels qui proposent des outils différents de ce que propose l'éducation nationale pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Et 300 personnes, c'est rien, c'est 1% de ce qu'il y a en France, quoi. Il y a Bien sûr. vraiment plein de solutions, quoi. Il faut pousser les gens à se renseigner et aller peut-être sur le web, aller dans notre festival. Il y a plein de choses qui se passent autour de l'éducation, mais les médias n'en parlent pas. On a fait pas mal, nous, d'émissions sur l'éducation, sur les Montessori, sur d'autres formes éducatives. Il y a tout sur btlv.fr. L'actu, la rédac et vous sur BTLV. 24, 25 et 26 novembre prochain, il va falloir que vous soyez du côté de Bordeaux, mesdames et messieurs, car il y a le salon bien-être bio et thérapie. Pour vous en parler, son organisateur, c'est le globe-trotteur de BTLV. Il s'agit de Patrice Marty. Salut Patrice. Bonjour Bob et bonjour aux auditeurs, bonjour à tous. Comment ça va? Ben, écoute, sous le soleil, Oh, je t'emmerde. avec un ciel bleu magnifique. Je suis en t-shirt, que au-dessus. Bon, La écoute, vie est dure. oui, je vois que la vie est très dure. Cela dit, on a vécu un week-end extraordinaire. Bon, hein. ben, vous en avez, voilà, vous en avez vécu quelque chose de magnifique à Aix, aux rencontres. Et voilà, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une belle région où il fait beau assez longtemps. Ouais. Alors, je le disais, 24, 25 et 26 novembre, le salon bien-être bio et thérapie. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Écoute, c'est la 3e édition de ce salon qu'on a été un petit peu obligé, contraint d'agrandir. Parce que les 2 premières éditions, on était dans un espace qui était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Là, on est au parc des expositions, au hall 3. Voilà, on a de grandes allées, on a de belles salles de conférences. On en a 4. Ça me permet aussi de pouvoir accueillir des conférenciers un petit peu de renom. On a le professeur Veilleux qui sera avec nous, on a Arnaud Rioux, on a Serge Boulboul, on a Guillaume Massé, on a Sardiane Pomerleau, une Canadienne que j'adore et qui fait un travail remarquable. On a aussi un gars qui s'appelle Bob Belanca qui vient nous faire des conférences. Peut-être que tu as déjà entendu parler. Ouais, le mec est sympa, le mec est bien. Ben, il paraît, je sais pas, je l'ai pas vu encore. Un peu comme ça, on va voir. Un peu soupolé, on m'a dit des fois qu'on verra. Et c'est vraiment un salon que j'adore aussi, Bordeaux, parce que c'est un peu mes racines par là-bas, et donc voilà, c'est quelque chose d'assez agréable d'organiser. Et les Bordelais sont géniaux. On a vraiment de belles choses avec plein encore une fois de conférences. Jusqu'à maintenant, on avait une 50aine de conférences, on va en avoir 70, 75. On a toujours 3 concerts incroyables. On a Annabelle de Villeux qui va venir nous faire un concert, qui est une habituée de BTLV. Et voilà, on a plein de choses, plein de surprises. Et ça va être, j'espère, une belle édition. Et toujours avec une entrée à 2 €. Même si on a changé de lieu, on n'a pas augmenté le tarif d'entrée. Ouais. Et on a plein de parkings. Il y a 4000 places de parking. C'est le même parking que les années passées. Donc voilà, ça va faire un bel événement. Je suis vraiment super content d'avoir pu, comme ça, faire grandir ce salon. Et comme quoi il y avait une vraie demande à Bordeaux, et les Bordelais sont présents. Donc venez nous retrouver, c'est les 24, les 25 et 26 novembre, c'est au Parc des Expos, le 3 à Bordeaux, et plein de belles choses. Ouais. Rendez-vous est pris. Voilà, et toi, tu nous fais donc 2 conférences, toi. Oui, une sur le paranormal, et si c'était vrai, mon regard sur tout cela depuis pas mal de temps, et puis le changement, c'est maintenant. Donc voilà. Et si le changement était vraiment maintenant, parce que au vu de mon parcours, et puis au vu de ce que j'entends, de ce que je vois, au vu de tout ce qui se dit, j'avais envie de revenir là-dessus, parce que je pense que j'avais envie de parler de tout cela avec mon expérience et voir comment ça réagit. Et souvent on a un retour assez positif, parce que on s'aperçoit quand même que beaucoup de gens, et parmi nos abonnés, beaucoup de gens ont changé et vont sur le chemin du changement. Donc je pense que, comme le disait un célèbre président de la République, le changement c'est maintenant. Donc voilà, ça lui a pas porté chance, quoi qu'il en soit, mais nous on sait que c'est maintenant. En tout cas, on t'embrasse mon Patrice, hein. Donc on se retrouve la semaine prochaine, 24, 25 et 26 novembre. Absolument, on se retrouve à Bordeaux. Toutes les informations sont sur btlv.fr. Il y a un onglet réservé au salon Bien-être Biothérapie de Bordeaux. BTLV, analyser, décrypter, comprendre. Alors, nous sommes avec Julien Perron. C'est quoi le bonheur pour vous? 7 milliards d'individus et de définitions, je le disais, 25 pays de visiter. Beaucoup de gens que l'on connaît bien sur BTLV, Gilles Lartigot, il y a Luc Baudin, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici. Joyeux, il y a, je l'ai vu tout à l'heure, Marion Kaplan, enfin voilà, des gens qu'on a reçus très souvent ici. Il y en a 45. Il y en a 45 personnes. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté de tourner cela, toi? Moi, à titre perso, ça a été une belle aventure, mais que je continue, donc il faut pas en parler à l'imparfait. Ouais. C'est vraiment une belle aventure. J'ai fait ça de manière tellement spontanée, tu sais, tout est parti du Canada. J'étais avec mon iPhone et j'ai filmé la personne qui m'hébergeait sur place, parce qu'on pouvait pas sortir, il faisait moins 36. Et à un moment donné, on a parlé du bonheur et je l'ai filmé, donc c'est parti de là. Et je l'ai fait vraiment en me disant, je trouve que c'est intéressant d'avoir le point de vue de cette population qui partage pas forcément ma définition du bonheur. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Donc je me suis dit, je vais continuer. Et puis on a commencé avec 25 interviews au Canada. Et c'est de là où on s'est dit, allez, je vais profiter de mes déplacements. Moi, je me dépasse 6 mois de l'année un peu partout dans le monde pour justement interviewer les gens, de partir à la rencontre de la population, de scientifiques, etc. Et de me dire, est-ce que on a tous une définition du bonheur, ou est-ce que le bonheur, ça s'apprend? Parce que le bonheur, au final, ça s'apprend, quoi. Ouais. Et on parlait tout à l'heure de l'éducation. Je pense que ce serait une notion qu'on pourrait justement aborder au sein de l'éducation, c'est le bonheur, quoi. Qu'est-ce qui fait que ta vie va être réussie, et c'est quoi pour toi le bonheur, quoi? Qu'est-ce que tu as envie plus tard pour être heureux, pour être bien dans ta vie, quoi? Et on rappelle, il y a 2 définitions.
Est-ce que tu veux réussir ta vie ou est-ce que tu veux réussir dans la vie? Bien sûr. Ça, c'est vraiment deux notions différentes. Donc, c'est quoi le bonheur? On peut le commander où? Alors, bien sûr, il y a un lien avec ce podcast et Triplé, mais si on veut en savoir plus, il y a un site, il y a quelque chose? Oui, en fait, il faut aller sur le site citationbonheur.fr. D'accord. Tout simplement au singulier. Il y a la bande-annonce, il y a tout un site qui est dédié au film. Justement, on parle de tout ce qui s'est fait pendant 4 ans. Il y a aussi des vidéos qu'on n'a pas mis évidemment en ligne sur le film parce que on pouvait pas mettre 1500 personnes. Bien sûr. Donc on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Néo Bien-être où là on a mis plus de 600 vidéos qui sont en accès gratuit totalement. Ouais. Et donc là on a l'intégralité de chaque interview. Voilà. En tout cas, c'est un joli projet qui est devenu réalité. C'est quoi le bonheur? Bande-annonce de C'est quoi le bonheur? Et on se retrouve après. Porté par cette énergie du bonheur, je me suis dit il fallait absolument faire un documentaire. Déjà, le bonheur pour moi, c'est la liberté. J'appelle ça mes héros pour moi. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, grâce à des centaines d'études qui sont faites, notamment dans des grandes universités. Chaque humain, chaque être humain a droit au bonheur. On reviendra à des choses plus écologiques. Il nourrit aussi la conviction que l'être humain est fondamentalement bienveillant. Essayer de donner du bonheur aux autres. Avec ses amis, par exemple, sa famille. Compétences humaines. Les compétences pour la vie. C'est une bonne question. C'est quoi le bonheur? Un film de Julien Perron réalisé par Laurent Kéral, exactement, c'est ça? C'est ça. Alors, on va y revenir, mais avant cela, peut-être retour sur quelque chose que nous allons vous proposer. Là, ça va être mis en réservation dans les jours qui viennent, c'est ça. BTLV a imaginé pour vous la première croisière du mystère et de l'inexpliqué. Au départ de Venise le 4 novembre 2018, embarquez sur l'un des plus beaux paquebots du monde pour une semaine de rêve et de magie. Découvrez avec nos guides spécialistes toute la mythologie de l'Adriatique avec des escales à Bari, Corfou, Santorin, Athènes, Dubrovnik. Entre toutes ces escales, assistez aux conférences de nos invités les plus prestigieux et partagez leur regard sur l'invisible. La première croisière du mystère et de l'inexpliqué BTLV, en collaboration avec Diverti Éditions. Détails et réservations sur btlv.fr. Énorme croisière incroyable. Je peux vous dire qu'on commence à affiner toutes les excursions que nous allons faire sur place. Et voilà, je vous en dis pas plus. Hier, j'ai regardé ce qu'on m'avait proposé. Alors, je choisis parmi les guides, etc. C'est énorme. Ça va être excitant comme tout, mon Mathieu. Ça va être génial. Il va y avoir la Reine des Énigmes avec l'Atlantide. J'adore le titre. Ça me fait penser à la Reine des Neiges et tout ça. Ça va être fabuleux. En fait, c'est un grand mystère. Je peux pas te raconter ça. Ok. Laissez-moi faire du côté de lui. Alors, voilà. Dès qu'il y a une reine, voilà, dès qu'il y a une reine, il sait plus où il est. Ça se fait. Il va me casser le bébé. Hein. Donc la croisière du mystère et l'inexpliqué, c'est la première. J'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, allez, avant Noël, ce sera mis en réservation de façon à ce que vous puissiez peut-être vous offrir cela. Et puis surtout, il y a la possibilité de payer en plusieurs fois, etc. Ça va être magique. Hein. On a déjà 3 conférenciers qui ont donné leur go. Il y a Bleuette Dillot, il y a Egon Kragel et Pascal Lafargue. Et on attend la réponse d'un grand monsieur. Donc voilà, c'est surprise. Et puis donc tous ces guides qui vont nous permettre de découvrir toute cette Adriatique mystérieuse. L'actu, la rédac et vous sur BTLV. Eding, est-ce que tu as une actualité qui t'a marqué cette semaine? Yes, je suis tombée sur une nouvelle série qui a débuté hier soir sur Arte. Ouais. Une série française, une fois n'est pas coutume, qui parle de science-fiction. Ah, laquelle donc? Donc, on dit de cette série que c'est un bijou de science-fiction. L'intrigue, donc je vais vous lire de quoi ça parle. Donc, l'intrigue, c'est dans le futur, une technique permet de transférer l'esprit d'un individu dans le corps d'un autre. Le procédé a été cependant vite déclaré illégal. Florian, un père de famille dans le coma depuis 5 ans et qui n'a donc pas connaissance de cette technique scientifique, se réveille dans le corps de Sylvain, un policier chargé de lutter contre les transferts illégaux. Or, la loi dans le corps d'un étranger
qui traque ses semblables, Florian doit assumer sa nouvelle identité physique pour rester en vie. Ouais. Énorme. Ouais. Et donc le scénario, donc c'est la mise au point du transfert du corps suscite de nombreux espoirs et inquiétudes, alors que l'immortalité semble à portée de main. Cette avancée scientifique provoque aussi un retour de la religion qui la condamne. C'est aussi la source d'un nouveau trafic de corps humains pour les transférer comme Florian Sylvain. La question de l'identité se pose, qu'elle soit psychique ou physique. Et voilà. Donc ça a démarré hier soir sur Arte. Et alors, est-ce que le premier épisode t'a capté? Je l'ai pas vu. Oh là là, tu nous as Je mis l'ai l'eau à la pas vu, bouche, mais là. oui, mais Bien, juste donc je vais y aller. Et ils sont aussi visibles sur leparisien.fr. Vous avez les 6 épisodes. Ah, carrément. Sur leparisien.fr. En accès libre. J'ai pas vérifié. Oui. Alors, il y a que 6 épisodes. Pour le moment, il y a 6 épisodes. C'est série française à chaque fois. Voilà. La saison 1, ouais, 6 épisodes. En tout cas, je me suis dit, waouh, ça c'est complètement BTLV, il faut absolument que j'en parle. Tu as raison d'en parler, c'est pas les budgets de Game of Thrones, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est pas la même distribution. C'est-à-dire que c'est le francophonie et tout le monde l'achète pas. Mais il y a de plus en plus de bonnes séries quand même en France. Moi, je vous invite à regarder et trouver les 2 premières saisons d'une série qui s'appelle Zone Blanche, qui est une série française avec une actrice qui est issue de la comédie française, qui est juste énormissime. Ça se passe dans les Vosges. Il y a une zone blanche et un endroit où on ne peut pas capter le téléphone. Et il y a un rituel. Tous les enfants à 18 ans sont obligés de passer une nuit dans la forêt, dans les Vosges. Alors, il y a une ambiance très lourde parce que c'est un peu sombre, etc. Et il y a un mystère dans cette forêt parce qu'il y a des enlèvements, il y a des choses comme ça. Et c'est très BTLV aussi, parce qu'on se demande qui est ce monstre, qui est ce truc. C'est très Stranger Things finalement, dans l'absolu, et c'est français. Et c'est à souligner parce que c'est hyper bien joué et c'est super bon. Alors, par rapport à ta série, il y avait un film en 2015 qui s'appelle Renaissance, avec Ben Kingsley et Ryan Reynolds. Bande-annonce. Vous avez bâti un empire de toutes pièces. Ça s'est métastasé. Je n'en ai pas pour plus de 6 mois. Aux yeux du monde, vos immeubles vous rendront immortels. Où voulez-vous en venir? Vous sentez-vous immortel? Nous offrons au plus grand de nos esprits plus de temps pour s'accomplir pleinement. C'est déjà vivant. Une coquille vide. Si nous nous lançons, c'est un aller simple. Qu'est-ce que c'est? Ça permet d'arrêter votre cœur. Quoi? Je suis né le 20 septembre 1980. Je m'appelle Edward Kinner. Tâchez de vous reposer un peu. Amusez-vous. Après tout, à votre âge, vous l'avez bien mérité. Ce n'était pas une hallucination. La mort a certains effets secondaires. Y a quelqu'un? Comment c'est possible? C'est toi? Cette femme croit que son mari est mort. J'ai exaucé votre souhait. Je n'ai jamais voulu que d'autres en souffrent. Sans moi, votre esprit rechutera. Je veux vous aider. Il est plus dangereux qu'on pensait. Vous savez, Damien, tous les progrès de la médecine ont un prix. Énorme film, Renaissance. Je vous invite à vraiment regarder ce film. Si tu rien que sur le pitch, si t'es excité par l'idée de la série, regarde ce film parce que c'est génial et surtout ça pose une vraie question parce qu'en fait, peut-être qu'un jour on arrivera effectivement à transférer la conscience de quelqu'un dans un. Mais il y a quelqu'un qui le fait déjà. Et alors, c'est pas la conscience. Enfin, peut-être qu'on parle pas de la même mais chose. Je crois que tu l'as reçu en plus, ce mec. Qui? Ah non, peut-être pas que tu l'as pas reçu. Non, mais je vais le recevoir. Si quelqu'un arrive à transférer la conscience de quelqu'un. J'étais en train de chercher le nom et le prénom, mais je vais le retrouver. En fait, c'est un mec qui est étudié par une scientifique depuis quelques années. Ah, c'est Nicolas Fraisse. Voilà, ah oui, pas tout ah bah voilà. Oui, mais lui, il dit oui. Alors, si. Ouais, en fait, il rentre dans un corps, il rentre dans des corps. Oui, oui. Ah oui, parce que, oui. Non, mais on regarde pas les mêmes sites. non, mais je veux dire, je pensais qu'ils faisaient juste du voyage astral. Non, il rentre. Ouais. Tu n'écoutes pas les émissions. Non, il l'avait dit ici que finalement, il était rentré dans un corps et il voyait des choses assez incroyables. Mais c'est surtout là dans le film, c'est que c'est un vieux qui veut rester jeune, donc qui prend le corps d'un ancien militaire, etc. Le problème, c'est que le militaire,
il y a des réminiscences d'informations et de conscience et donc il y a une dualité. Tout d'un coup, il se dit mais qu'est-ce que c'est? Je vois des trucs, je vois pas des trucs. C'est énorme et ça pose tout. Il y a un problème éthique avec tout cela. Et là, c'est posé dans le film, c'est génial. Puis on voit le plus affreux, c'est quand même la famille qui, l'épouse du défunt et la gamine qui revoit le physique de leur papa, de leur mari. En fin de compte, dans la tête, c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est hyper triste en même temps. Enfin, c'est affreux. Mais là, ce que tu dis, c'est peut-être une question d'actualité dans les prochaines années, puisque on avait parlé une fois de la première transplantation de tête. Et là, ça y est, ça va. Alors, il semblerait que ce soit pour ce mois de décembre. Moi, je suis absolument dingue. C'est l'italien Sergio Canavero, donc qui va aller en Chine pour ça, donc visiblement parce que les lois sont un petit peu moins donc il va prendre la tête d'un Chinois lourdement handicapé pour la mettre sur la tête d'une personne. Alors, qui est après dans le... Justement, on ne sait pas encore. Quelle identité sera mise en avant? Est-ce que du coup, on part du principe que c'est la tête qui gagne, le corps qui gagne On a plein de cellules avec plein de mémoire. Est-ce que ça va se mélanger? Est-ce que ça va brouiller les pistes? Est-ce que le mec va devenir complètement dingue? Quid de la conscience aussi et de l'âme, quoi. C'est curieux. Donc après, la plupart des scientifiques s'accordent à dire que c'est impossible, que ça marchera pas, que la personne va mourir, que ça va forcément finir avec un décès. Ils ont déjà du mal à transplanter un cœur en plastoc là aujourd'hui parce que ils sont sur la bonne voie, ils y arriveront. Mais là, quand même, tous les gens à qui ça a été greffé sont morts dans les 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, etc. Les membres, on y arrive bien, je crois. Les jambes, les bras, les mains. Moi, j'ai fait le sexe, j'ai pris celui de recours. Ça marche énormément. Non, mais là, c'est pas un vrai cœur dont tu parlais. 38 cm maintenant. C'est pour ça que tu as du mal à marcher. Un repos. Quand je suis en pleine forme, ça traîne. Les gens jouent avec. C'est compliqué. Enfin bon, donc à voir, affaire à suivre. Et effectivement, après, il y aura plein de questions d'éthique. Mais c'est une certitude, ça. Derrière. Ils vont vraiment faire le test. Il va le faire, Ça, c'est incroyable, mais on se souvient de Charlotte Valandré, la comédienne, qui, elle, avait reçu le cœur de quelqu'un et qui disait ressentir des choses qui ne lui appartenaient pas, rien que par le cœur. Mais en même temps, ça paraît assez logique quand même, parce que c'est un membre qui t'appartient pas, même une main. D'ailleurs, les gens sont assez... Avoir des mains qui ne sont pas à toi au départ... C'est bizarre, hein. Surtout quand tu as été habitué à plus les avoir. Ça doit être particulier de retrouver des mains. Non mais il va partir en sucette. Non, pas du tout. Il faut juste imaginer la situation. Mais c'est comme les personnes à qui on enlève un bras, par exemple. Ils ont encore la sensation de l'avoir. Donc, alors, ça doit être le membre fantôme. Le membre fantôme. Mais c'est vrai que ça doit être super étrange parce que je pense que la conscience, elle est pas forcément que dans le cerveau. Je pense qu'elle est un petit peu partout. Moi, elle est beaucoup dans mon ventre. Elle est bien là. En même temps, t'as un deuxième cerveau, c'est dans l'estomac. Donc, ça doit être super bizarre. À mon avis, tu dois être, ou en tout cas avoir l'impression d'être 2 personnes quand tu transplantes une tête comme ça. Mais je crois que c'est arrivé où les gens ont refusé en fait il y a un rejet. Oui, il y a un rejet. Non, mais pas même le rejet. Un rejet psychologique. Le rejet psychologique, on demandait à ce qu'on leur enlève les membres greffés. Donc, ça me fait penser à l'intelligence artificielle et aux robots. Là. Moi, je vais partir un mois au Japon là, d'ici quelques jours, justement pour aussi aller voir un peu tout ça. Et il paraît, j'ai discuté avec un mec qui bosse là-dessus là, au niveau de l'intelligence artificielle. Et apparemment, on a de quoi s'inquiéter dans les années à venir parce que ça va prendre le dessus sur tout, quoi. Surtout. Alors j'ai écrit pas mal d'articles dessus, donc ça a fait beaucoup réagir d'ailleurs, savoir si l'intelligence artificielle, parce qu'on s'est aperçu que de toute façon on était largué, on était moins rapide, moins efficace que l'intelligence artificielle, mais en même temps tant que on arrive à avoir le dessus sur la machine, tout va bien. Le jour où ce sera dangereux, où c'est l'avènement des machines. Là on sera après on devient à la merci de l'intelligence artificielle, et là c'est très dangereux. Bon, à suivre, Mathieu. Mathieu, t'as une actu ? Oui, alors cette semaine, t'as fait une émission sur l'ufologie, c'était OVNI sur la France des années 1940 à nos jours avec Manuel Wirotte. Wirotte, c'est bien. Wirotte, qui est, moi je dis une voiture et un wagon. Donc, mais tu fais ce que tu veux. Et en fait, je suis tombé sur un article qui parlait justement de la communication extraterrestre. Est-ce qu'aujourd'hui est-ce qu'on serait capable de discuter avec des extraterrestres ? Et t'as fait une émission, justement une table ronde l'année dernière qui Premier Contact, avec le film Premier Contact, parce qu'effectivement, on avait reçu la québécoise qui a, dans le film, fait le langage, je sais pas si tu as vu ce film. Non, j'ai pas vu. Faut le regarder parce que les extraterrestres déboulent, c'est des grands vaisseaux qui arrivent, et le vrai problème, c'est le contact, et c'est comment on se parle. Et elle avait travaillé sur le langage qu'on voit dans le film d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est génial. Et dans l'émission, je crois qu'il y a aussi Claude Ars qui intervient. Enfin, c'est une émission passionnante. Et donc, en fait, il faut savoir qu'il y a la NASA
qui a un département de recherche justement sur la communication extraterrestre. C'est quand même dingue, ça s'appelle Messaging Extraterrestrial Intelligence. C'est pas facile à dire. On va pas mettre l'accent. C'est-à-dire que tu parles vite quand même. Là. Messaging Extraterrestrial Extraterrestrial. C'est compliqué. Tu fais comme moi. Intelligence. En gros, voilà, ils vont envoyer, en tout cas ils travaillent à comment est-ce qu'on pourrait communiquer avec les Zaza. Parce que jusque-là, ils ont envoyé plein de... Avec les Zaza. C'est ce que j'ai compris, moi. Merci, Julien. En fait, le problème, c'est qu'il a sa langue qui va plus vite que son cerveau, ou le contraire. Mais il y a un souci à la lèvre. Je me suis mordu la lèvre il y a quelques jours, donc je peux plus parler de la même manière. Et donc, jusque-là, ils ont envoyé plein de messages hyper compliqués, des formules physiques, des trucs de mathématiques, machin. Et en fait, là, ils vont envoyer des messages hyper simples, des petits calculs enfantins, des trucs très très simples, et aussi des formules physiques très simples pour voir s'il y a un retour, s'il y a quelque chose. Mais c'est quand même génial. C'est-à-dire que tout le monde se moque des extraterrestres, extraterrestres. À chaque fois que je dis extraterrestre, on imagine le petit homme vert, machin. Non, on n'est pas là-dedans, mais je trouve ça génial qu'aujourd'hui la NASA veuille envoyer des messages aux extraterrestres. Non, mais c'est quand même génial. Là, encore une fois, il n'y a que la bien-pensance française, il y a que la haute société médiatique française qui dit que tout ça, c'est du bullshit. Ouais. Tous les scientifiques travaillent dessus. Oui. On a posté la dernière fois, j'ai écrit encore un article sur les extraterrestres, et il y a des chercheurs qui pensent que de toute façon, il nous ressemblerait beaucoup plus qu'on ne le pense. Parce qu'en fait, la vie et comment le processus... Et c'est darwinien. Vu comment elle s'est... avec les molécules, de toute façon, on va avoir quelque chose qui ressemble plus à nous qu'à autre chose. Donc, on va là-dessus. Regarde, j'ai encore mis un article le 16 novembre. Ross 128b, une nouvelle planète synonyme de vie extraterrestre. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, c'est une exoplanète qui ressemble de plus en plus, sauf qu'elle met 9 jours ou 9 heures, je crois, je sais plus. Il faut lire l'article pour faire le tour de son étoile, tu vois. Mais il y a de plus en plus. C'est un secret de Polichinelle, ça va arriver dans les 10-15 ans peut-être, ça va être officiellement, on va voir la vie extraterrestre. Après, peut-être qu'ils vont commencer par de la vie microbienne, etc. Mais dès qu'il y a une vie microbienne... De toute façon... Voilà, ça y est, c'est parti. Quoi, donc, Et moi, j'ai toujours ce même souci, et je reviens toujours à la même chose. C'est cette semaine ou la semaine dernière, quelqu'un disait s'il y a une vie extraterrestre, il est fort probable qu'elle nous ressemble à nous. Mais c'est ce que je viens de dire. Mais t'écoutes pas en fait ce que je viens de te dire. Mais le mec est fou. Mais le mec est un malade. Mais non, mais il l'aborde sous un autre angle. Ouais, laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer parce que. Il tient peut-être quelque chose. Enfin, il y a un terme pour ça, c'est que moi, je. Non, à chaque fois, je prends l'exemple de la vie sur Terre. Tu prends un microbe et tu prends une baleine. Je suis désolé, ça ressemble pas à un être humain. Donc, faut arrêter de croire qu'ils vont nous ressembler avec 2 bras et des yeux ici et tout. Pourquoi pas? Mais j'en ai un petit peu. Oui. Si on pourquoi pas? Non, alors oui, je suis d'accord avec toi. Pourquoi pas? Mais j'en ai marre d'entendre. Non, mais c'est fort probable qu'ils nous ressemblent. Ouais. Non, c'est pas fort probable. Non, la vie sur Terre, c'est pas que nous. Il y a aussi plein d'espèces. Tu vois la différence entre un charpé et une girafe? Voilà. Et pourtant, ils ont des points communs. Là, je suis d'accord. Oui, je veux bien qu'il y ait des points communs. Ils sont mammifères. Ouais. Tu vois, il y a plein de choses quand même qui nous rassemblent. Je veux dire, regarde, on se ressemble beaucoup avec un cochon, par exemple. C'est-à-dire que c'est l'animal qui a le plus de points communs avec l'homme, hein, quand même. Mais tu vois, enfin, quand on parle de la vie sur Terre, tu vois quand même toutes les espèces qu'il y a. Enfin, tu prends un serpent qui a pas de bras, qui a rien, qui... Déjà, lui, il peut pas manger de chocolat, par exemple. Il est là, je voudrais du chocolat. C'est pas possible. Tu vois, et quand tu vois ou même c'est le tardigrade. Le tardigrade. Qui est capable de vivre et de vivre dans l'espace. Tu te dis, mais il y a quand même une différence entre le serpent, lui et moi, quoi. Tu fais bien de parler de ça, parce que il y a aussi un article. On poste beaucoup d'articles en ce moment. On travaille beaucoup sur l'écrit. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez retrouver sur btlv.fr. Quotidiennement, on en poste parce que là aussi, et c'est des infos qu'on écrit nous. C'est pas des trucs qu'on va piller à droite à gauche. Et le tardigrade, ça va être le prochain astronaute en fait. C'est-à-dire ils vont fabriquer un vaisseau minuscule qu'ils vont envoyer dans l'espace à une vitesse qui est à la moitié de la vitesse de la lumière, je crois. C'est énorme. C'est énorme. Et en fait, il y a 2 espèces qui vont envoyer, dont le tardigrade, parce que lui, ils peuvent le mettre en coma artificiel. Ils vont le descendre, ils vont le dessécher. En fait, ils dessèchent l'animal. C'est ouf. Voilà. Et il suffit de réinjecter de l'eau et il va reprendre sa forme et sa vie. C'est incroyable. Mais mais si j'écris les articles... J'espère qu'il n'y a pas de conscience, parce qu'il ne va pas comprendre ce qui lui arrive, le pauvre. Je ne sais pas s'il va le comprendre, mais en tout cas, il y aura plein de capteurs partout, bien évidemment, pour voir. Et c'est surtout qu'ils peuvent l'envoyer pendant des années loin. Et hop. Et surtout, lui, c'est Jean-François Clairvoy qui nous l'avait dit ici quand il était venu, le spationaute, nous avait dit, on a sorti un tardigrade dans l'espace sans scaphandre. Hein, et il vit. Okay. C'est-à-dire que c'est le premier, finalement, humain
possible de vivre dans l'espace. Terrien, tu veux dire. Humain humain. Terrien qui vit dans l'espace. Ouais, donc, mais moi je suis excité parce que j'ai la sensation que dans les années qui viennent, on va le vivre. Quand on va vivre un truc, j'espère ne pas mourir à 20. Oh non, je pense que t'es large quand même. Oui, mais on sait jamais. Ouais. Mais je veux voir ça parce que je veux avoir un mec qui me dit voilà, nous avons trouvé de la vie extraterrestre. Mais t'imagines le truc énorme. Mais tu sais que ça peut arriver demain, ça. Mais bien sûr, ça peut arriver aujourd'hui. Ils font tout pour. Tant que, parce que visiblement, d'après ce qu'on entend, la vie extraterrestre nous a trouvés. Parce qu'ils viennent nous voir. D'après ce que l'on a, eux, ils nous ont trouvés. Mais nous, on les a pas trouvés. Et tu sais que l'homme, tu parlais d'orgueil, tant que c'est pas lui qui l'a trouvé, ça n'existe pas. En même temps, c'est hyper pragmatique. Si sur l'échelle de l'univers, ils ont une seconde d'avance sur nous, ils ont, je crois, 400 000 années, un truc comme ça, forcément. C'est juste fantastique. Comme le temps est pas le même, la relativité avec le temps est tout. C'est juste incroyable. Mais c'est excitant, ça m'excite. BTLV, analyser, décrypter, comprendre. Et oui, c'est ce que nous tentons de faire. Parlez-en autour de vous de BTLV. Dites que ça existe. Dites que vous pouvez avoir une autre information, un autre regard sur notre société, la vie, la mort, l'univers. François Demier, une actualité qui t'a marqué. Oui, je vais parler de zone érogène masculine. Ça y est, le mec s'enflamme. Ça y est, le mec. Vous avez parlé d'excitation pendant 5 minutes. Voilà. Ça l'a excité. Alors, est-ce que tu connais une des zones les plus intimes et érogènes chez l'homme? La nuque. Non. Non, je dis n'importe quoi parce que si tu dis le sexe, c'est trop facile. L'arrière du genou? Non, mais est-ce que c'est pas une glande? Non. Je pense que c'est un peu propre à chacun quand même, non? C'est chez l'homme. C'est pas le lobe, c'est pas chez la femme. Le lobe de l'oreille. Je suis pas aidé entre Mathieu et lui. C'est quand même. Je crois que c'est propre à chacun. Je parlais des hommes, c'est-à-dire. Oui, quand tu parles des humains, tu parles uniquement des hommes. Non, mais tu parlais pas des hommes là mais des hommes, femmes et hommes. Voilà. Non, là je parle que du masculin. Chez l'homme masculin. Tu m'as fatigué toi aussi, je prends la cachette aspirine. Alors c'est où? Le lobe de l'oreille. Non. Le nez. Non. La langue. Comment? La langue. Non. Les testicules. Pas loin. Le gland. Pas loin, mais pas ça. J'ai pas d'autre chose, moi. Le périnée. Voilà. Bravo, Julien. Le périnée. Ah oui, c'est entre les deux. Oui. Voilà. C'est entre l'anus, comme dirait Mathieu, et le pénis. Moi, j'appelle ça le cochonou. Alors, c'est le point G chez l'homme. On vient de le découvrir. L'autre, il appelle ça le cochonou. Le mec est fou. Qu'est-ce que je vous dis? Et pourquoi c'est le point G? Alors, parce qu'ils ont fait des études. Alors, ils expliquent comment il faut l'utiliser. Donc, utilisez 2 doigts pour masser énergétiquement le périnée et vous devriez obtenir l'effet escompté. Ah oui, mais ça c'est vrai. Attends. Ça c'est vrai, je me souviens. Ça c'est vrai. Parce que... Ouais, c'est vrai. J'ai vécu cette expérience de bon massage périnéen. C'est assez sympa quand même. Donc là on est à l'extérieur, on n'est pas intra. Non, on est sur l'extérieur. D'accord. Oh génial. Mais ouais, ça. Voilà, donc c'est de bonne nouvelle pour les hommes qui ne seraient pas au courant. Voilà, donc non mais c'est important de le savoir parce que il y a plein de gens qui se connaissent pas et plein de gens qui ne savent pas. Par exemple, on se parle pas souvent. Les gens se parlent pas quand. Là, on va parler plus sérieusement du sexe, mais c'est vrai que les gens n'osent pas parler de dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas. C'est tabou. C'est un peu tabou et même dans ton couple, tu dis voilà, c'est un peu compliqué de dire tiens, gratte-moi l'oreille ou masse-moi le périnée si tu veux. Donc voilà, c'est un peu compliqué à dire. C'est important parce que la sexualité, si vous voulez la vivre pleinement et aller jusqu'au Graal, parce qu'aujourd'hui le Graal, le seul qu'on connaît, c'est quand même celui-ci. C'est ce moment d'extase qui dure pas longtemps, mais qui nous rapproche peut-être de la source dont on parle. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? C'est ça, quoi. Donc, visiblement, en plus, ça ne serait pas ça, le Saint Graal. Ce serait pas l'orgasme. C'est quoi? Il y aurait bien plus que l'orgasme. Ah bon? Oui, bah oui. Mais dis-moi. Attends, je note. Style, dis-moi. Je passe par où? Je commence par où? Il paraît qu'on apprend ça dans le tantrisme. Ah ouais, alors ça m'énerve le tantrisme. Non, ça t'énerve? Ouais, ça m'énerve parce que j'ai l'impression d'être devant une boulangerie, de ne pas manger le gâteau. Ils mettent longtemps le gâteau parce que c'est Sting, moi qui aime le rock'n'roll. Sting est un adepte du tantrisme et j'ai la sensation qu'à chaque fois qu'on m'en parle, ça va durer longtemps, des heures et il se passe rien. Et moi je peux pas, à un moment donné, il faut que ça se passe. J'ai besoin de toucher, moi. Voilà. Ah mais je crois qu'au bout d'un moment, il se passe un truc que j'ai jamais vécu, mais apparemment c'est dingue. Ça va au-dessus de l'orgasme. Tu nous as fait une clavier là. C'est dingue.
je sais pas, j'ose imaginer parce que c'est vrai qu'il y a plein de techniques. C'est vrai que même nous, on se connaît pas forcément. Il faut essayer des choses. Ouais. Et quand tu essayes des choses, parfois tu te dis, oh là là, ça prend du temps, c'est long, mais qu'est-ce que le bonheur est bon après? Enfin, c'est quand même dingue. Donc je serais prêt à essayer, moi. Le tantrisme, c'est quoi? C'est faire monter l'excitation pour. La Kundalini. Comme le quoi? La Kundalini, bien évidemment, bien sûr. On est proche du spirituel, donc il y a une connexion aussi entre les âmes. Tu as essayé le tantrisme, Henning? François non plus, Mathieu non plus. Non, mais j'aimerais bien. Ah ouais? Ouais, moi ça me botte aussi. Mais je connais quelqu'un qui pratique si jamais vous avez envie de. Non, mais moi je suis pas savoir plus. Je croyais qu'on participe. Je me disais, tiens, je connais quelqu'un qui veut bien faire l'amour tantriquement. Enfin, savoir plus. C'est très sulfureux parce qu'il y a plusieurs sortes de tantrisme. Ouais. Donc, il y a la dérive du tantrisme. Voilà, il y a les dérives, on en parle beaucoup. Alors là, vous m'avez perdu. Déjà, le tantrisme, j'ai du mal à. Alors, la dérive du tantrisme, c'est quoi? C'est que en gros, tu te retrouves comme dans une boîte, si tu veux, où il y a plein de personnes qui font l'amour, soi-disant sous couvert de tantrisme. Ça peut du temps. C'est une boîte à partouze. Alors, tantriquement, je vais prendre le cul de ta femme. Voilà. Mais tantriquement, ne t'en fais pas. Non, mais en tout. C'est tantrique. Arrête un peu. Donc voilà. Oh là là, c'est incroyable. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, c'est une bonne nouvelle. Voilà. On a appris qu'entre le cochonou et la kikounette, il y a ce périnée qui est le bonheur. Le périnée, pas les Pyrénées. Oui, non. Ça peut se manger aussi, le Pyrénées. L'actu, la rédac et vous sur BTLV. Julien Perron est notre grand témoin aujourd'hui. C'est quoi le bonheur pour vous? Ce DVD que vous devez absolument vous procurer. Et je le dis vraiment en toute sincérité, c'est pas parce que j'y suis dedans, c'est parce que franchement c'est un moment de poésie incroyable et puis de réflexion aussi. Est-ce que vous êtes heureux? Voilà, c'est une bonne question que vous devez vous poser. J'imagine que vous êtes sur le chemin du bonheur en écoutant BTLV, c'est que vous avez fait déjà un pas. Est-ce qu'on a parlé de sexe dans ce truc? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit le bonheur c'est quand je fais l'amour avec ma femme, ou est-ce que non? Non. On est sur autre chose. Ouais, on est complètement sur autre chose. Ouais. J'ai envie de dire, c'est quand même plutôt pragmatique et terre à terre. C'est-à-dire que dans le film, on aborde plein de thématiques. Ouais. Évidemment, on parle de l'aspect spirituel, on parle de l'alimentation, on parle de l'éducation, on parle de beaucoup de choses. En fait, on s'aperçoit que le bonheur, comme je le disais, ça s'apprend. Ouais. Et c'est donc multifactoriel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un outil qui peut nous permettre de tendre vers le bonheur. Par contre, on peut partir du principe que le bonheur, ça s'apprend. Et donc, du coup, on a des choses à mettre en place dans notre quotidien pour tendre vers le bonheur. Donc, c'est une application quand même de soi-même. C'est pas quelque chose qui vient comme ça, malgré que ça soit inné. C'est-à-dire qu'on voit bien les enfants, ils sont heureux de manière totalement naturelle. On a des mécanismes naturels de bienveillance, etc. Mais pour autant, si on pouvait justement faire en sorte que l'éducation nous amène dans cette direction, potentiellement, on serait déjà tous heureux. Alors, on écoutera avant la fin de cette émission un extrait d'une émission que nous avons réalisée dans Les Pionniers du Changement. C'est une émission que nous avons mis en place avec Franck Foucré, Anne-Sophie Bror. On a reçu Étienne Jalinck, ici, qui a inventé la thérapie du bonheur il y a 25 ans. Et c'est un mec extraordinaire, c'est un toubib, et quand il parle, c'est juste grandiose. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission. Regardez cette émission. Et d'ailleurs, l'émission Les Pionniers du Changement est géniale parce que elle nous ouvre des perspectives. On aborde finalement le changement de façon différente, soit par l'innovation. On a eu Marc Giget, qui est directeur en économie internationale, qui parlait de l'innovation et du progrès. On a parlé du bonheur. On aura la semaine prochaine dans l'enregistrement avec le prince de Séborga. Séborga, c'est comme Monaco, ça se passe en Italie. C'est un pays à l'intérieur de l'Italie. Il s'est affranchi de l'Italie. Tout petit, ouais, mais qui existe depuis très longtemps. Et il s'est affranchi de tout le diktat italien. Et on aura le prince, donc son Altesse, qui sera avec nous. Donc voilà, la semaine prochaine. En tout cas, écoutez Étienne Jalinck, la thérapie du bonheur. C'est quoi le bonheur? Bonheur, c'est content d'être soi. Tu crois que ça peut exister, Étienne, des personnes qui ne sont jamais heureuses? Si je suis vache à ce qui m'arrive, je vous dirais en tout cas qu'elles ont un plaisir immense à être malheureuses. Ça s'appelle la jouissance. Et ils confondent le plaisir d'être malheureux et de se sentir beaucoup, avec un rôle très important, au lieu d'être satisfait. C'est pas pareil. Et les peuples que j'ai vus avoir le plus la banane, c'est pas les peuples les plus riches qui ont plus de voitures et de frigos. Moi, je vais vous parler de la France. Si vous voulez. Il y a beaucoup de gens. Alors là, en France, on est très très mal. Je crois qu'on est 64e sur 68 dans le bonheur de vivre. Oula. Juste devant l'Irak et l'Iran. Ah, c'est pas très On est record du monde des médicaments pour dormir, pour être tranquille, etc. À plus de 70 ans, c'est 7 médicaments par personne par jour, je crois. C'est le seul gars sur Terre qui a réussi à me faire la quête dans le métro. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai travaillé 2 ans
avec Étienne comme patient. D'accord. À un moment donné, j'ai dit voilà, j'ai un souci, j'ai du mal à laisser l'argent venir à moi. Alors, il était chercher un gobelet, puis il m'a dit vas-y, fais la quête. Mais dans un état, j'étais effondré. Et en fait, j'ai fait 1 heure de quête dans le métro. Mais c'était un problème pour moi terrible, mais terrible. Et puis en fait, il m'avait donné la clé. La clé, j'ai repensé. Je me suis dit, je viens pas pour faire du théâtre dans le métro. Je me suis présenté comme j'étais. Je dis voilà, je fais un important travail sur la honte. Veuillez m'aider d'une petite pièce ou d'un sourire. J'ai reçu plus de sourires que de pièces. Je t'assure que ça m'a nourri. Ça a été une révélation pour moi. Mais l'abondance, c'est pas bon non plus, parce que l'abondance, s'il y en a trop, c'est le manque du manque. Je vais prendre un cachet aspirine, hein, mais vous inquiétez pas. Non mais on voit que toute cette civilisation est en train d'essayer de nous dire que plus c'est mieux. Oui. Bien, on voit les enfants soi-disant des riches qui courent toujours plus, et finalement ils sont pas contents. Ils ont besoin de retrouver le manque. Mais on peut pas en sortir parce que ça s'appelle vivre. C'est ça. Finalement, il n'y a pas de système idéal. La définition médicale de la marche que j'adore, la marche est une succession de chutes en avant évitées. Absolument. C'est fabuleux. C'est fantastique, c'est vrai. Énorme émission sublime qui rejoint. Alors faites-vous l'émission et regardez le DVD après, vous allez voir c'est quoi le bonheur. 2 émissions incroyables et puis ce DVD Étienne Jalin qui est juste grandiose. Fait partie de ces gens, tu sais, tu as envie de les avoir à côté de toi tout le temps. Ouais. Parce qu'en fait, ils t'apportent du bonheur dans leur réflexion, cette sagesse, c'est absolument dingue. Et la définition de la marche, c'est une suite de chutes évitées. C'est génial. Je trouve ça génial, c'est magnifique. Et puis surtout, il dit quelque chose de très important. Soyez heureux, ne cherchez pas le bonheur chez l'autre. Parce que souvent, dans un couple, par exemple, tu vas chercher le bonheur, il me rend heureux. Non, c'est toi qui es heureux, et elle est heureuse, et vous êtes heureux ensemble. Et souvent, ça, c'est vachement important, parce qu'on donne beaucoup d'importance et de responsabilité sur son bonheur à l'autre. Évidemment. Mais déjà, sois heureux toi-même, quoi. Donc, et tu changeras. BTLV, analyser, décrypter, comprendre. Alors on parlait de changement énormément. Nous avons également la chance d'être partenaire d'un film, d'un autre film qui s'appelle Les Acteurs de la Vie, que je t'invite à regarder, Julien, toi qui as réalisé C'est quoi le bonheur. Peter Miller est avec nous. Peter, comment ça va les acteurs du bonheur, de l'acteur? Ah, ben tu vois, je mélange tout. Les acteurs de la vie, comme ça. Les acteurs de la vie, c'est pareil. Mais oui, c'est ça. Comment ça se passe? Mais ça se passe très très bien. Voilà, il y a un effet bouche à oreille qui est en train de de se mettre en place. Donc, ce qui veut dire que chaque soir, on a des super débats, des débats qui deviennent de plus en plus animés. Justement, comme j'entendais tout à l'heure dans votre émission, il y a le grand thème, le bonheur. Est-ce que le bonheur existe-t-il vraiment? C'est vraiment les gens, c'est la question qui se pose et comment peut-on l'atteindre? Et c'est vrai que au fur et à mesure de notre parcours, on se rend compte que les gens sont vraiment dans cette quête-là à l'heure actuelle. Alors, vous savez qu'avec Julien, vous avez des points communs, puisque c'est énorme. Vous devriez monter un festival, hein, c'est-à-dire qu'un festival du film sur le bonheur, sur les acteurs de la vie. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire ensemble. Je vous mettrai en relation, vous vous appellerez, vous allez voir, ça va bien se passer. J'en suis intimement convaincu. On sera enchanté, oui. Bah oui. Dis-moi, alors on sera enchanté. Le 23, il va se passer quelque chose à Paris, à l'Épée de Bois, c'est ça? Oui, à l'Épée de Bois au cinéma, donc à la rue du Mouffetard, dans le 5e arrondissement. Donc le film passe à 20h30 dans le cadre de la nuit des débats à Paris. Donc nous serons tous là et voilà, donc on va pouvoir montrer le film et ensuite faire un débat. Alors je vais essayer de venir. Et un échange avec le public. Je vais essayer de venir parce que je t'avais dit que, parce que tu m'as gentiment invité pour venir, je vais essayer de venir parce qu'en fait je pars à Bordeaux au salon du bien-être biothérapie le lendemain matin et je ne sais pas si je partais le soir ou le matin, mais normalement je devrais pouvoir être parmi vous pour au moins regarder le film avec vous le 23. Donc comment on fait? On réserve? Il y a des places? Plaisir. Bah oui, écoute, je le sais. Mais on peut appeler le cinéma de l'Épée de Bois. Je n'ai pas le numéro de téléphone sous les yeux, malheureusement, parce que on est sur le chemin là. Mais vous allez sur le site du cinéma l'Épée de Bois et là vous appelez, vous pouvez réserver ou alors venir le soir même. Il y a vraiment pas de souci. Nous avons 2 salles ouvertes, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc vous pouvez venir sans voilà. Bon, il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est si je ne m'abuse, donc rue Mouffetard dans le 5e arrondissement. Et si vous voulez avoir plus d'informations, c'est métro-placement, je pense. Hein. Oui, avec le. Voilà, donc c'est le voilà. Le replay, tout sera affiché, bien sûr. Merci, Peter, et bonne route avec Angélique. Bob, voilà. Oui. Juste
Merci. Juste Bob, on aurait aimé inviter un de vos spectateurs, de vos auditeurs, pardon. Ah oui? On peut offrir une place pour 2 personnes. Ah, magnifique. Voilà, donc ils n'auront qu'à dire qu'ils viennent de la part de BTLV. Et voilà, donc voilà, ce sera vraiment un grand plaisir qu'on les accueillera. Bah, c'est très gentil. Alors, pour gagner ces 2 places, vous nous envoyez un petit mail à rédaction@btlv.fr et le premier qui aura été envoyé repartira avec ses places. Merci Peter, embrasse Angélique et à très bientôt. Voilà, super, un grand merci et à très bientôt. Ciao. Au revoir. L'actu, la rédac et vous sur BTLV. Mathieu. Ouais, on va rester dans le bonheur et on va parler des 10 métiers qui rendent heureux. Ah, c'est intéressant, on est là-dedans depuis tout à l'heure. Alors, selon vous, oui. on est sur quoi là? Qu'est-ce qui serait le métier qui rendrait le plus heureux? Henning. Ceux qui voyagent, un métier avec un rapport avec le voyage. Non. Là, c'est très, très étrange. C'est-à-dire qu'on vient de regarder la liste là avec Anthony. Prof de tantrisme. Non. En fait, c'est chômeur particulier. Non, c'est sportif. Non plus. En fait, c'est super bizarre. En fait, je vais vous parler. On va y aller. Docteur. Non. Tu veux des noms de métiers? Ouais, style de métier par Chirurgien, exemple. comptable. On n'est pas loin. En 10e position, on a juriste. Ah ouais, ça sent heureux ça. Ouais. C'est vrai qu'ils sont passionnés. Au classement des 10 jobs les plus motivants et qui rendent heureux. On a en 9e position les chimistes. Wow. Ok, il faut qu'il arrête de fumer. Ex aequo, en 8e position, on a technicien sécurité hygiène. Non, c'est n'importe quoi ton truc. Mais tu l'as pris où? Qui a fait cette étude? Et chef de chantier. Ensuite, en 7e position, on a le personnel de service à la personne. Et là, je veux bien être d'accord parce que c'est vrai qu'on aide quelqu'un, on a un retour, il y a quelque chose qui satisfait énormément. En 6e position, on a business développeur. D'accord, c'est n'importe quoi ton truc. Hein, donc voilà, tu dis n'importe quoi. Voilà, y a rien. C'est toi qui as fait l'étude, Mathieu? Non, attention, je vais vous dire juste après la source. C'est Happy at Work by meilleurentreprise.com. Donc c'est une étude qui a été faite par ça. En 5e position, on a chargé de ressources humaines. Ouais, c'est super sympa. Ouais. En 4e position, on a chargé de communication. 2e position, architecte. Ouais. Et alors, première position, mathématicien. Wow. Mais tu sais, c'est parce que tu décodes l'univers. Non, mais c'est des trucs qui te font rêver. Quand t'es petit, tu te dis tiens, je vais faire mathématicien ou architecte à la limite, je comprends. Pourquoi pas, ouais. Ou chimiste. Alors là, tout ça tout de suite. Mathématicien, à la limite, je veux bien croire que ça doit être génial. Aider la personne aussi, c'est bien. Mais en soi, oui, ça dans le concept, oui, mais alors dans les faits. En tout cas, dans les faits, visiblement, c'est les gens qui font ces métiers-là ont l'air beaucoup plus motivés et heureux, apparemment, d'après cette étude-là. Après, on a l'inverse, on a le classement des 10 jobs les plus déprimants. Ouais. Alors, en 10e position, on a agent d'accueil. En 9e position, infirmier. C'est vrai qu'ils galèrent énormément, les infirmiers. 8e position, magasinier. Ouais. Service d'aide à la personne aussi. Hein. Ouais, mais les conditions, après, il y a les conditions de travail. Et c'est vrai que les conditions de travail. C'est un enfer. L'aide à la personne, c'est compliqué. Tu vas dans une maison de retraite? Ma mère l'a fait. C'est pas compliqué. Je veux dire, tu prends dans la gueule quand même. Je sais pas si ça te rend très heureux. Donc. En 7e position, vendeur. Ensuite, on a informaticien. 5e, on a analyste ERP, donc accompagnement de clients. Bon, je connais pas trop. 4e position, opérateur de qualité. C'est hyper déprimant apparemment. Et alors les trois encore plus déprimants. On a agent de police. Mais opérateur de qualité, c'est pas les gens que t'appelles, c'est genre les hotlines, tu sais, où tu dis bonjour. Je sais pas. Et écoute, tu leur dis va te faire foutre. Maintenant c'est ça, c'est bonjour monsieur, va voir. Les mecs qui prennent dans la gueule, c'est un enfer. C'est des personnes qui accompagnent le client dans la maîtrise de la technologie d'un produit. Oui, c'est une hotline, quoi. C'est ça, c'est ce que je te dis. Oui, non, mais moi je te donne le vrai titre. 3e position, agent de police. 2e position, chef de publicité. Et alors le métier le plus déprimant, visiblement, ce serait clerc de notaire. Voilà. Ah ouais. Donc parce que t'es pas notaire. Donc en fait, tu fais le travail du notaire et tu prends pas la thune du notaire. Ouais, c'est bizarre. Moi, je le trouve un peu particulier. Cette étude, elle est bizarre. Il y a pas acteur, il y a pas des situations qui font un peu briller. Alors souvent, les critères. Comment ? Non, mais souvent or, cela dit, les acteurs, ils sont souvent déprimés aussi. Parce qu'ils font un film tous les 3 ans. C'est ça. Après, bon. L'étude, comme je vous le disais tout à l'heure. Combien de personnes? Alors, elle est sur 119 654 personnes. Quand même. Je crois qu'il y a beaucoup plus simple. Est-ce que le job le plus épanouissant serait pas le job où on serait le plus heureux? C'est-à-dire le job qui te correspond vraiment? Bien sûr. Oui, c'est surtout ça. Moi, je pense que t'as des chimistes, effectivement, qui prennent un kiff pas possible parce qu'ils vont au boulot. Après, c'est si t'es en phase avec ton métier. Encore une fois, si tu subis pas ton travail que tu choisis, c'est le bonheur. Après, je pense que voilà, ils ont demandé ça à ces 120 000 personnes. Quel métier tu fais? Et sur une échelle de 1 à 100, à combien de pourcents est-ce que tu es heureux et motivé? Enfin, tu sais, ça veut pas. Je pense pas que ce soit vraiment. Peut-être aussi parce que ça change tous les jours.
Ouais, peut-être. Effectivement, le mec qui fait des maths, bah lui, ça change tous les jours. C'est-à-dire qu'il est sur des trucs, des problématiques, il essaie de changer. Peut-être que le chimiste aussi travaille. Effectivement, ce qui est rébarbatif et ce qui te rend malheureux, c'est la répétition quotidienne. C'est pour ça que je trouve qu'on devrait arrêter la chaîne et là, pour le coup, remplacer tout par des robots et permettre à ces gens de faire autre chose au sein de l'entreprise ou créer des métiers, mais voilà, mais on peut pas avoir des gens qui toute la journée serrent un boulon, quoi. Enfin, moi, ça me déprime, quoi. Regardez le film de Charlie Chaplin de l'époque, c'était juste, c'était l'homme moderne, hein, je crois que c'était ça. Les temps modernes. Les temps modernes, pardon. C'est juste déprimant, quoi. Mais je pense que le sondage a été mal fait. À mon avis, ils ont dû donner une liste qui était très mal faite, quoi. C'est particulier. Et puis, bah tiens, tu parlais de robots. T'as rencontré un robot la semaine dernière à la gare SNCF. C'est hallucinant. Donc, on allait donc aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Donc, on prenait le train le vendredi matin. On était avec Mathieu et ma fille qui nous a aidés pendant ce week-end, alors que François et Marc étaient en voiture. Et on arrive à la gare de Lyon. Et là, il y a un robot. Je crois qu'on a un peu de vidéo, je crois. On te voit. Non, pas humanoïde, mais un robot. Une boîte. Une boîte nettoyante qui nettoyait le sol, là, mais complètement autonome. Et avec marqué robot machin, ça. Et donc, je suis arrivé devant elle, je me suis dit, j'ai joué. Hop, elle s'est arrêtée. Et elle jouait avec moi, c'est-à-dire que je jouais à droite, à gauche. Elle essayait de passer, tu sais. Et je me mettais, hop, elle essayait de passer. Et c'est incroyable, quoi. Et là, je me suis dit, ça y est, quoi, on y est. Ah, bon, on est complètement dedans. Il y est là, le truc, il est là. Et c'était incroyable parce que. En plus, t'en as pas peur parce que c'est un truc. Et comme tu vois que ça a des mouvements très fluides et très. Presque. Ce qui me fait peur, c'est qu'il y avait presque de la réflection dans le truc. Il y a quelqu'un d'ailleurs. Voilà, il y a un côté. Et le jour où ça sera un humanoïde qui sera dans une gare. Mais moi, ça me fera plus peur qu'une machine. L'humain, parce que tu te dis, voilà, ça fait peur. Ça me ressemble, mais c'est pas moi. Imagine un robot avec des têtes de clown. Oh là là. Attends, tu sais, le combo. Là, je vais partir au Japon. Je vais aller dans un hôtel qui est tenu par des dinosaures. Ça va Ça va le bonheur hein, Alors j'ai hâte. Tu arrêtes de chercher le bonheur. Le bonheur est dans la drogue. J'ai hâte de découvrir ça. C'est un hôtel qui est très connu apparemment au Japon et qui est tenu par des dinosaures. Quoi. Donc, c'est un peu chiant quand ils doivent te signer ta rédac avec leurs grosses pattes. Tu vois, c'est un peu compliqué. C'est marrant à voir. Alors aujourd'hui, à propos de dinosaures. J'ai posté un article que vous devez absolument lire parce qu'on a trouvé la plus ancienne piste et la piste la plus importante de dinosaures à La Plagne. À La Plagne, ils ont trouvé un endroit où les dinosaures passaient. Parce qu'à l'époque, il y a 150 millions d'années, c'était recouvert par de la flotte. L'eau n'était pas très profonde et donc il y avait plein de nourriture dans cette flotte. Et ces dinosaures qui faisaient 35 mètres de long, c'est ceux-là avec le grand cou là, tu sais, voilà. Et ben ils étaient là. Et c'est assez incroyable parce que les empreintes font à peu près 1 mètre de diamètre, de pied. Donc ils faisaient entre 35 et 40 tonnes. Mais on a trouvé ça à La Plagne. Et quand tu vois qu'aujourd'hui on les fait du ski, que c'est très très haut, à l'époque c'était au niveau de la mer et de la mer. C'est assez incroyable. Et là on voit que les plaques tectoniques ont bougé et ont créé la montagne. Mais c'est juste hallucinant. Il y a mieux aussi là-dedans. Ils ont trouvé un lionceau enfermé dans une glace qui date d'il y a 400 000 ans. C'est énorme. Qui est conservé et tout. Un truc là aussi, je trouve qu'au niveau de la paléontologie, ça avance vachement vite. On découvre des trucs incroyables. On a remis à plat l'Homo erectus quand il est arrivé, etc. Tout ça, c'est plus du tout les mêmes dates. Mais c'est incroyable ce qu'on découvre aujourd'hui. Moi, je trouve ça génial de me dire qu'à La Plagne, le mec il skie sur les empreintes de dinosaures. C'est génial. C'est un truc de dingue. Quoi. Donc, allez sur btlv.fr. BTLV. Analyser, décrypter, comprendre. L'actu, bien sûr, comme toutes les semaines, décryptée avec François Desmier, une actu. Alors, une actu dans le genre des actus de Mathieu, une actu à la con. Mais, il a le droit, c'est le rédacteur en chef. Voilà. Il trouve que t'as des actus à la con. J'allais dire un gros mot, mais je peux pas, c'est le rédacteur en chef. C'est ça. Sinon, c'est bonne ambiance. Sinon, t'as une. Voilà. Alors, le même genre d'actu. Selon des chercheurs, les grands-parents provoqueraient involontairement des effets néfastes sur la santé de leurs petits-enfants. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils augmenteraient même le risque de cancer. C'est une étude, encore une étude anglaise. On remarquera que souvent les études sont soit anglaises, soit américaines. Donc, les grands-parents auraient une influence négative, selon le journal The Independent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne grondent pas leur... Ils ne grondent pas. Bah oui, mais c'est normal. C'est pas le rôle des grands-parents de gronder les petits-enfants. Moi, mes petits-enfants, ils feront ce qu'ils veulent. Ils fument. Voilà. Je laisserai à ma fille, à mon fils, le temps d'engueuler leurs enfants. Moi, ils feront ce qu'ils veulent. Papy, mamie, hop. D'ailleurs, il ne faut pas qu'ils m'appellent papy, mamie. Mais c'est pas nécessaire de les gronder. Il y a le tabagisme passif.
Donc, risque de cancer. De quoi tu parles? Les grands-parents, ils fument. Ah oui. Pas tous. Pas tous quand même. Ben oui, mais donc risque de cancer et puis ils leur permettent tout, quoi. Donc ça devient des gens qui risquent d'avoir beaucoup de maladies. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi, ouais. Non, mais je pense que si on réfléchit un petit peu, c'est vrai que ça plaît à Mathieu, je le savais. Franchement, quand t'as des grands-parents qui ont marqué ta vie parce qu'ils ont été super sympas, au contraire, ça fait des enfants épanouis, équilibrés. Puis quand ils sont morts, ils ont traumatisé leurs petits-enfants. Non mais c'est horrible. Parce qu'ils meurent avant, tu comprends? Non mais je suis pas. Attends, je suis pas au cœur de l'étude, mais je me dis peut-être si on réfléchit bien. Je savais que ça lui plairait. Mais non, mais les grands-parents, ils donnent beaucoup de bonbons. Voilà. Mais pas tous non plus. Moi, mes grands-parents me donnaient pas de bonbons. Il y en a qui donnent. Ils n'avaient pas d'argent, ils étaient pauvres. Après, un petit McDo. Rien, on n'avait pas de McDo, on n'avait pas de voiture, on dormait dans la rue. Mais on vient de comprendre les sources de l'origine des problèmes de Mathieu avec la nourriture, en fait. Moi, j'ai pas trop connu mes grands-parents, mais j'imagine, voilà, un petit McDo, tiens, regarde, c'est cool, des petits bonbons, machin. On parle de bonbons, on va au McDo. C'est-à-dire que c'est pas un Burger King, KFC, tu vois, je veux dire, le mec, voilà, Mathieu, il en peut plus. Non, mais j'ai faim. Peut-être qu'il y a de ça, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu ridicule. Il y a vraiment des études à la con quand même. Après, c'est vrai qu'ils sont plus cool. Mais oui, ils sont plus cool. Même mais alors, c'est le rôle des grands-parents. T'es plus cool. Bah oui. On va pas, c'est pas Vipère au point, quoi, comme quand tu vas chez tes grands-parents. Donc, on se souvient quand on a des grands-parents sympas. En plus, souvent, tu peux leur parler, tu te confies, ils sont vachement plus cool, moi j'adore. Mais après, tout dépend, je sais pas, l'étude elle a été faite comment, par qui je crois que c'est les mêmes qui ont fait l'étude, tu sais, sur le bonheur dans les métiers. Je crois que voilà, il faut qu'ils arrêtent le site, il faut qu'ils ferment, donc, parce que c'est un peu n'importe quoi. Donc, t'as eu des grands-parents sympas, toi, ou pas? Tu les as connus ou pas? Je les ai connus, une partie sympa, une autre un peu moins. Ah ouais, moi j'ai pas connu mes grands-parents. Une grand-mère, c'est mon grand-père. Un peu bizarre. Non mais un peu bizarre. Ah bon? Ouais. Non, mais j'en ai connu aucun des quatre. Et Julien? Très bon souvenir, moi. C'est vrai. Ah ouais, les grands-parents, quand on a, c'est. Voilà. Mais les enfants, là, vont connaître de plus en plus leurs grands-parents. Ah oui. Parce que comme on vit de même plus les en arrière-grands-parents. Même les arrière-grands-parents. De plus en plus. Alors ça pose un problème sur les héritages. Il faudrait que vous calculiez votre mort quand même, parce que tu sais que maintenant, c'est plus les enfants qui héritent, c'est les petits-enfants. Ouais, j'ai un copain notaire et en fait, ça passe d'une génération. Parce que les gens vivent de plus en plus tard. Ah bah oui, donc fatalement, l'héritage, celui qu'on profite, c'est les petits-enfants. Ah oui, parce que toi, tu perds tes parents souvent à 65, 70 ans maintenant, comme donc ils ont d'argent. Et en fait, t'es plutôt installé, c'est pas toi. Et donc, c'est les petits-enfants qui profitent de tout cela. C'est quand même assez incroyable. Donc, mourrez plus jeune. Faites quelque chose. L'actu, la rédac et vous. Henning, une autre information ou t'avais rien? Parce que là, je te sens décontracté, toi. Non, j'ai une technique à vous proposer. Le tantrisme. Enfin. Non, je n'y connais absolument pas en tantrisme. Non, j'ai pensé à Mathieu, en fait. Parce que là, pendant l'émission, la dernière fois, tu disais oui, mais c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour. Quand on a envie, qu'on a déjà fait, on sait que ça marche. Alors, je vais peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Oui. De quoi tu parles, parce que là, on ne sait pas. Pendant l'émission qu'on a tournée la dernière fois sur Maigrir autrement, les méfaits des régimes, à un moment donné, Mathieu dit oui, c'est bien, vous donnez plein de techniques. Moi, j'ai déjà essayé. Quand je le fais, ça marche, c'est génial. Et puis derrière, je reprends mes mauvaises habitudes. Et donc, je me suis dit, j'allais donner une technique en auto-hypnose aujourd'hui. Top. Voilà. Pour justement être capable de garder sa motivation, etc. Et en fait, donc l'idée, c'est de faire de son inconscient son coach. D'accord. Ok. Donc, déjà, pour tout le monde, en gros, là, votre définition de l'inconscient, c'est quoi? Mais vraiment très, très brièvement. Oh là là, c'est quelque chose qui me maîtrise sans que moi je ne puisse le maîtriser. Ouais, c'est ça. J'ai la sensation que c'est en moi. C'est quelque chose qui est en moi, ouais. C'est le patron. L'inconscient, ça peut être aussi. Celui qui pilote, quoi. Le truc qui a. C'est ce qu'on vit quand on dort aussi. Non, l'inconscient. C'est difficile. Inconsciemment, tu sais que c'est ça, c'est enfoui. C'est des trucs qui sont en toi, tu vois ce que je veux dire? C'est les décisions. C'est l'intuition, ça. Voilà, non. Non, inconsciemment, tu sais que il faut que tu respires. Ouais. Voilà, ça c'est inconscient. Et je crois que c'est comme un pilote qu'on connaît pas très très bien. Il est là, il pilote notre cerveau, il pilote notre quotidien et tout ça. Ouais, c'est un peu notre patron. Non, mais c'est un peu comme si on avait un patron et nous on était l'employé. Voilà, moi je suis l'employé de mon patron. Mon patron il est en moi. Ok. Ça te plaît, François? C'est ce qu'on fait. C'est le pilote automatique. Le pilote automatique. Alors, vous avez tous effectivement raison.
à votre façon. Ça y est, t'es parti. À votre raison. Et effectivement, nous, en hypnose, on va dire que l'inconscient, c'est un peu cette partie de nous qui est là pour gérer nos expériences, nos apprentissages, et puis aussi, évidemment, qui est là pour veiller à notre sécurité. Hein, on est d'accord ? Ok. Donc, une fois qu'on est d'accord sur cette définition-là, puisque le but, c'est de faire de l'inconscient son coach, qu'est-ce que vous attendriez d'un coach ? Qui me disent attention, là c'est pas bon ce que tu fais, par exemple pour la nourriture notamment, attention là ça sert à rien, tu es rassasié, n'y va pas. Okay. Et on outrepasse l'inconscient parce qu'on dit je vais en prendre un peu quand même. je vais mal poser ma question. Quelle qualité vous aimeriez avoir d'un coach ? Vous savez, il y en a qui veulent quelqu'un qui soit hyper motivant, quelqu'un qui les guide, d'autres qui recherchent de la bienveillance. Ouais, sympa, tu sais, un inconscient sympa et motivant. Ouais. Moi, je pense qu'il doit surtout qu'il devrait un inconscient qui s'adapte aux situations. Alors, pour toi, hein, ouais, d'accord. Moi, bien sûr, okay. Pour moi. Ok. En fonction, donc, toi, tu voudrais que ton inconscient soit capable de s'adapter. En fait, la sagesse, tu vois ce que je veux dire ? La sage décision. La sage décision, où là, des fois, tu dis attends, les gars, calme, regarde, fais ça, analyse, etc. Mais tu l'as, ça. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois que je mange un gros truc, et là, il me dit. Pas très sage. Non, mais la vraie sagesse, c'est qu'ils te le disent avant. Ton inconscient, il va pas vraiment te parler, il va juste te faire faire. Le petit diable noir et l'ange blanc, là. Et toi, il y a autre chose Non, ils ont bien joué. Non. De quoi ? Ok. Bon. Alors, en gros, donc cette deuxième étape, c'est de donner la qualité que vous aimeriez que votre coach, votre inconscient, ait. Et ensuite, la troisième idée, ça va être de, personnaliser votre inconscient. Donc, si c'était une personne, comment est-ce qu'elle serait ? Alors, une personne qui ne soit pas... Sharon Stone. Ou Charlize Theron, c'est la même en plus. Si possible, pas une personne qui existe évidemment, mais voilà, si vous pouviez le personnifier, non mais une personne, proche de toi, c'est ça que je veux dire. Tu ne mets pas l'image de ta mère sur ton inconscient, par exemple. D'accord. Et pourquoi pas ? Parce que dans cette technique-là, après, ça pourrait jouer des... C'est un peu compliqué. Voilà. Donc le personnifier, ou alors même si on n'arrive pas à avoir un personnage, quelque chose, que ce soit un personnage de roman ou autre, on peut lui donner un aspect physique. Voilà, lui donner un aspect physique ou un aspect énergétique, j'en sais rien, un guide, ce que vous souhaitez. D'accord ? Ok. Une fois que vous avez fait ces étapes-là, donc l'idée, ça va être de se mettre forcément dans un état d'hypnose. Ok ? Donc je vais vous proposer là une technique qui est hyper simple à réaliser. Pour s'auto-hypnotiser. Pour s'auto-hypnotiser. Donc, premièrement, fermez les yeux. On ferme les yeux là. Vous le faites là ou... Allez, on va le faire. On le fait. Très bien. Donc, vous fermez les yeux et vous allez penser au début de votre journée. Au début de votre journée, mais avant même que vous vous soyez réveillé, en fait. Quand vous étiez en train de dormir. Ah oui, je me rappelle. Ok. Très bien. Vous repensez à ce moment-là où vous étiez en train de dormir, donc, et si vous pouviez vous voir, imaginez qu'à ce moment-là, vous êtes en plein rêve. Ouais. D'accord ? Vous êtes en plein rêve et maintenant vous allez plonger dans ce double que vous voyez qui est en train de dormir, qui est en train de rêver. Et vous allez donc commencer à rêver. Dans ce rêve, arpentez-le, baladez-vous, observez tout ce qu'il y a à regarder, ressentez tout ce qu'il y a à sentir et entendez tout ce qu'il y a à entendre. Et puis à nouveau, vous allez vous assoupir et passer dans un second rêve. Et dans ce second rêve, vous allez recommencer la même démarche. Observer, ressentir et entendre. Et puis à nouveau dans un troisième, puis dans un quatrième rêve, dans un cinquième et dans un sixième rêve. Mais quand vous allez arriver dans ce sixième rêve, cette fois, vous allez imaginer un lieu. Vous allez vous retrouver dans un espace qui peut-être sera réel ou complètement imaginaire. En tout cas, l'idée, c'est de vraiment créer un lieu où vous allez être bien et de rendre ce lieu absolument magique, absolument étonnant. Parce que dans ce lieu, vous allez rencontrer votre inconscient. Et quand vous allez rencontrer cet inconscient, quand vous allez vous retrouver face à face avec la personne que vous avez imaginée tout à l'heure, vous allez pouvoir discuter avec lui. Et lui poser des questions. La question pour laquelle vous êtes venu rencontrer votre inconscient aujourd'hui.
Et en dialoguant avec lui, peut-être qu'il y aura des réponses conscientes, peut-être qu'il y aura des mots, des paroles, mais peut-être que ce sera quelque chose de plus ressenti. Vous pouvez vous demander, par exemple, s'il y a quelque chose qui lâche à l'intérieur, ou s'il y a une joie particulière qui se crée. Vous pouvez être étonné de ce que vous allez ressentir, de ce que vous pouvez entendre, parce que finalement, même son inconscient, quelquefois, est capable de nous faire des blagues, de nous dire des choses auxquelles on ne s'attend pas, comme dans un rêve finalement. Et puis après, quand vous aurez fait le tour de tout ça, quand vous aurez pris tout ce qu'il y a à prendre, vécu tout ce qu'il y a à vivre, tranquillement, vous pourrez revenir, vous réveiller dans un état normal, bien conscient et prêt à continuer la journée. On revient ? Tout le monde est là ? Oui. Alors, je l'ai fait en cours, mais vous avez compris les différentes étapes ? Ouais, mais moi, tu m'as perdu quand le rêve, là. Moi, j'ai du mal aussi. Moi aussi. M'imaginer. Est-ce que je voulais. En train de rêver. Après un autre rêve, alors là, je suis perdu. Déjà, imaginer un rêve. Donc, déjà, il faut que j'imagine. En deuxième, oui, mais je vous l'ai fait ça prend pas 3 secondes, normalement. Oui, là, tu m'as perdu. Je me suis dit, bon, c'est bon, je suis pas dedans. Par contre, en fermant les yeux, je me suis décontracté. Ta voix est super. Par contre, c'est quand même. Tu devrais faire des méditations guidées. De quoi ? Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Exactement, ouais. Donc oui, après, là, bon, en plus, on est plusieurs. Évidemment, si je dis vous allez dans votre premier rêve, puis dans un deuxième rêve, dans un troisième rêve, non, vous allez prendre le temps, vous, de vraiment replonger dans votre rêve, vraiment la reporter, vraiment vous promener, vous visualiser en train à nouveau de dormir, de rêver et de vous replonger dans ce nouveau personnage. Et en fait, en descendant comme ça petit à petit, effectivement, en jouant un peu à Inception, vous allez effectivement rentrer dans un état d'hypnose qui est vraiment très intéressant pour cet exercice-là. J'aime bien l'idée, Ouais, mais c'est un truc qui marche. Ma chérie naturopathe, elle s'est formée en hypnose là, il n'y a pas longtemps. Et même elle est bluffée en fait de l'hypnose, quoi. C'est assez impressionnant. L'hypnose, ça marche pas pour le régime ou pas ? On peut pas déclencher ? Si, pourquoi tu m'hypnotises pas, moi ? Mais tu ne m'as pas demandé. Mais hypnotise-moi pour que je bouffe plus. Mais justement, là, avec cet exercice. Oh putain, j'en ai plein de cul. Depuis mon accident, j'ai pris 10 kilos puis j'arrive plus à les perdre. C'est fini. Et bien avec cet exercice d'auto-hypnose, tu peux effectivement aller demander à ton inconscient de mettre en place des solutions pour équilibrer ton corps ou moins manger. Mais bon, tu manges déjà pas beaucoup de ce que tu me dis. Donc non, je mange pas beaucoup. Le problème n'est pas forcément malgré tout, à plus de 50 ans, si tu veux, moi je faisais beaucoup de sport, si tu continues à manger pareil, tu grossis fatalement. Mais c'est surtout qu'il faudrait que l'inconscient t'empêche de reprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le problème, souvent, les régimes, et c'est pour ça que j'essaie de trouver d'autres moyens de maigrir aujourd'hui, que par le régime classique où tu t'affames et que tu deviens fou, et dès que tu as perdu 5 kilos, tu les reprends parce que tu dis je suis bien, ça y est, je peux remanger normalement, alors que c'est là où ça devrait commencer finalement. Mais voilà, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moyen, si tu veux, d'envisager la nourriture, la bouffe, l'hypnose. Franchement, ouais. Chaque personne peut avoir effectivement des demandes différentes. Mais par exemple, ça peut être en passant, en demandant à ton inconscient de booster ton métabolisme pour qu'il consomme davantage. Après, à moins que effectivement ces kilos soient là encore pour autre chose. Donc là, il faut les gratter un peu plus. Mais imaginons que ce soit là pour autre chose, tu peux juste simplement lui demander de régler le problème. Et à ce moment-là, de te mettre dans une position où tu vas être attentif à chaque petit détail qui vont te montrer que tu es en train justement d'aller dans le bon sens, d'aller dans la bonne voie. C'est compliqué. En tout cas, l'hypnose, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un des piliers de la médecine complémentaire. C'est-à-dire que c'est de plus en plus accepté, acté, admis dans les hôpitaux. Enfin, voilà quoi. On fait des opérations à cœur ouvert sous hypnose. En fait, tu as toujours un peu d'anesthésie, mais moins que... Oui, pour ce genre d'opération, il y a toujours un peu d'anesthésie. Ça veut dire que tu te remets mieux, parce qu'une anesthésie, quand même, tu prends dans la gueule, donc c'est lourd. Voilà. Moi, j'ai senti, je me souviens, après ma première opération, j'ai senti pendant 1 mois le produit. Ah bon ? Ça m'étonne pas. Physiquement, je sentais que j'avais un truc, et même au niveau tu sentais que je sentais que mon corps avait été plein de chimie, tu vois, je veux dire, plein de trucs, c'est de la merde. Et je l'ai senti pendant 1 mois.
Ouais. Bah, un petit jeune derrière, ça aurait pu te faire du bien. Alors. Ah quoi? Un petit jeune. Ouais. Un jeune. Jeune, oui, jeune. Petit jeune. Weinstein sort de ce corps. Donc, si tu veux, un petit jeune. Ouais, pardon. J'ai eu peur, un petit jeune derrière. Bon, non, ça va bien se passer. Mais non, mais effectivement, pour éliminer. Mais peut-être. Alors, le jeune, il faut que j'y arrive. Il faut que j'essaye de le faire. Mais je vais le faire en étant encadré par des gens, parce que il faut. Encore une fois, toutes ces choses-là, et on en parle assez souvent sur BTLV, c'est vachement bien, mais je pense qu'il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Il faut la durée du jeune. Voilà, donc ma chérie en fait aussi d'ailleurs. Ouais. Et c'est très important parce que il faut savoir répondre aux questions, parce que les gens se posent des questions. En plus, tu as toujours un mal de tête qui arrive au début pour dépolluer un peu tout, etc. Donc, il faut pas que le mec panique. Enfin, tu vois, déprimer aussi. Voilà. Ouais. Et puis, il y a surtout, on avait fait une belle émission ici, et à un moment donné, il faut remanger, c'est obligatoire. C'est-à-dire que le jeune, il est très très bon. Non, mais ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui ça peut durer. Tu veux dire que la personne va ressentir. Et là, il faut écouter okay. son corps, parce que en fait, le danger, c'est quand tu attaques le muscle. En fait, tant que ça t'attaque la graisse et machin, et là, tu peux rester des jours et des jours. Mais à un moment donné, ça attaque le muscle, et là, ça devient dangereux. Donc tu sais qu'il y a des gens qui vivent de ce qu'on appelle de prana, c'est-à-dire de lumière, qui ne mangent pas. Moi, j'ai rencontré une dame. Elle s'appelle Isabelle Hercelin. C'est la seule que je connaisse, que j'ai rencontrée physiquement d'ailleurs pour le documentaire. C'est un honneur pour vous. Elle est surprenante. Franchement, déjà, elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Et ça fait 5-6 ans qu'elle ne mange plus. Non, donc, on peut pas dire ça. J'ai beaucoup de mal. Qu'est-ce que tu appelles manger? Elle mange plus du tout. Beaucoup de thé, d'eau, et elle pratique l'urinothérapie. T'avais reçu quelqu'un comme ça, je me souviens d'avoir reçu une. Tu sais que c'est la meilleure pharmacie, trousse à pharmacie qu'on ait, il paraît. Ouais, mais tu peux je comprends pas du tout le principe. De l'urinothérapie? Oui, je comprends pas, parce que t'es censé éliminer par le biais de l'urine, donc je ne comprends pas comment tu. Tout ce qui sort normalement, c'est que le corps, il n'en veut plus. Non, justement, a priori, mais vous l'avez forcément déjà entendu, les recettes de grand-mère, imaginons, t'as des problèmes au niveau des oreilles, tu peux te mettre ta propre urine dans ton oreille et ça va la soigner. C'est pas facile à faire, faut une position. J'ai jamais entendu. Mais j'avais pas de grands-parents alors. En France, tout ce qui est urine et tout ce qui est caca, en fait, c'est très tabou et on en parle on en rigole beaucoup. Mais dans d'autres pays, ils prennent ça très au sérieux. Alors, je dois reconnaître que j'ai mon ex-mari qui avait été en Afrique et s'était fait brûler, je sais plus trop à quel degré, en plein milieu du désert. Et qui s'est retrouvé, avant de pouvoir voir un médecin, alors, il a refusé, mais les Bédouins qui étaient là lui ont proposé, il y en a un qui lui a proposé, écoute, viens, je te présente ma femme, elle va t'uriner sur le bras. Ouais, bah oui. Mais il l'a pas fait. Ah, il l'a pas fait. Okay. Mais il a bien cicatrisé quand même. Renseignez-vous. Moi, évidemment, j'ai entendu parler un médecin un jour qui parlait, tu sais, des brûlures de jellyfish en français, comme on dit. Ah, pas les pieuvres, les méduses. Les méduses. Je parle anglais naturellement. Vous avez vu, je trouve français, c'est quand même hallucinant. J'arrive plus à dire jellyfish que méduse. Et en fait, il disait que c'était bidon, le fait, parce qu'on disait aussi, il faut uriner sur le truc. Et il disait, voilà. Moi, je suis très circonspect sur ce prana et tout. Je sais que Gérard Grenet nous a dit encore le week-end dernier aux rencontres qu'il avait vécu quelque temps en mangeant du prana. Ah non, tu manges pas, justement. Non, on se nourrissant de prana, là, voilà. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que énergétiquement, tu vois, je ne sais pas. Peut-être tu verras. Après, évidemment, on peut pas le recommander. C'est pas quelque chose qu'on peut recommander aux gens. T'as eu toute une vague aux États-Unis là de personnes qui sont mortes en essayant ça. Parce qu'encore une fois, il faut être encadré. C'est-à-dire que je pense que ça fait partie du jeûne, etc. Puis moi, j'aime bien les personnes qui te disent oui, j'ai pas mangé pendant 6 ans. Je sais pas ce qu'elle fait chez elle. Enfin, honnêtement, je veux pas être méchant, mais enfin, tu sais pas si elle se porte pas un petit Snickers là. Petit chocolat. Non mais. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Voilà, le côté, je me nourris de lumière, etc. Isabelle Hercelin. Toi, tu vois. Ouais, mais Isabelle Hercelin, elle doit payer de la gueule. Mais non, c'est des clichés. Tous les gens qui disent, tous les gens qui prennent de l'urine, il y a un truc qui est symptomatique, c'est qu'il y a une haleine de chacal, parce que ça déclenche des trucs sur la langue. Il paraît que c'est juste un enfer, les gens. Non, mais là, c'est plus les dents là quand tu bois ton urine, c'est le foie et tout machin. Donc, c'est pareil. Imaginons la veille, t'as mangé un McDo. C'est pas recommandé de boire ton urine, évidemment. Bah oui, mais alors, faut avoir quand même une alimentation plutôt saine. Donc si tu bois beaucoup de thé et que d'eau, a priori, ton urine n'est pas dégueu. Elle boit de lait, du thé, de l'eau et du thé, elle reboit de l'eau et du thé, quoi. Donc voilà, c'est un cycle. Mais c'est vrai que là, l'urine bien chargée, l'urine bien chargée, si tu as pris McDo et un week-end de fête, c'est bien jaune là, presque marronade. Allez, avec un peu de glaçon, je te fais un iced tea. T'arrêtes. Il est parti. Moi, j'ai du mal. Quoi, donc, mais bon, affaire à suivre, effectivement. Et c'est vrai que le prana, on a entendu parler,
J'ai fait des émissions. Voilà, t'as fait des émissions dessus. J'ai d'ailleurs voulu inviter Isabelle Arsenin, mais j'ai jamais eu de réponse. Donc. D'accord. Je peux te mettre en connexion. Mais moi je veux bien la recevoir, qu'elle m'explique ça, parce que moi je voilà. Okay. Et on la suit pendant 1 mois et on va voir ce qu'elle mange. Mais alors, discrète, c'est la nuit. Ah, Isabelle, j'ai bu. Du chocolat. Elle doit être dans un état, enfin même physiquement. Non mais elle est magnifique, il paraît. Elle est vraiment magnifique. Elle est superbe. Elle doit avoir la peau sur les os. Du tout. Oui, donc elle mange. Je suis désolé, je la connais pas, je vous respecte madame, mais enfin moi j'y crois pas un instant. Ne pas manger. Faut la recevoir. Et s'il y a pas un pet de gras, c'est pas possible. Elle ne peut pas. Le soleil ne donne pas du gras, quoi. Je suis désolé. Je peux pas dire n'importe quoi comme ça. Mais on a reçu quelqu'un aux extraordinaires. Elle expliquera avec moi. Aux extraordinaires, il y avait quelqu'un, je sais plus son prénom, Julien ou. C'est moi. Non, aux extraordinaires, il y avait quelqu'un qui ne mange que du Prada, qui se nourrit que de Prada. Il y en a quelques-uns, bien sûr, elle est loin d'être la seule. C'était le Suisse. Ouais, le neurophysicien suisse. En plus, un neurophysicien, c'est intéressant. Suisse. Alors Suisse, je sais pas si c'est. Peut-être qu'il mange du chocolat. Voilà. Donc c'est cette dame Isabelle Arsenin. Exactement. D'accord, elle s'affiche à l'écran, donc voilà. D'ailleurs, tu peux taper. Elle a l'air en forme, ça c'est sûr. C'est quoi le bonheur pour vous, Isabelle Arsenin? Il y a une interview d'1 heure sur. D'accord, écoutez, on va aller regarder ça. Moi, je suis toujours mais peut-être que effectivement, mais cela dit, en Inde aussi, il y a un mec qui mange pas depuis des années, voilà. Donc, en fait, après, il y a aussi quelque chose qui me. Moi, la nourriture, c'est bon quand même. Parce que tu vois, il y a quand même, tu prends surtout plaisir en bon français, à quoi. Oui, tu vois, surtout en France, tu vois ce que je veux dire. Et c'est aussi le moment du partage, quoi. C'est-à-dire que tu partages quelque chose quand tu passes à table avec ta famille, etc. C'est plus sympa que de partager un seau d'urine, quoi. Tu vois, je sais pas, mais bon, peut-être pas un seau, quand même. Il y a une femme, je crois, aux États-Unis qui a eu de gros problèmes, parce que justement, elle parlait du prana et tout ça. Il y a plein de gens qui sont décédés. Je crois qu'elle a fini en prison, quand même, parce que c'est quand même. Tu vois, ils disent souvent, faut être accompagné. Oui, c'est pas recommandé. Non, mais je pense que je suis désolé, on est là pour dire les choses. Moi, je suis vraiment scandalisé par ça. Je vous le dis, je suis vraiment désolé si vous pratiquez le prana et que je me trompe peut-être. Mais je trouve ça assez grave de dire haut et fort, je ne mange que du soleil depuis 6 ans. Mathieu, tant que ces gens-là sont pas, encore une fois, dans l'imposition, tout va bien, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut, cette dame. Tu vois ce que je veux dire. Donc moi, tant qu'elle me dit pas, Bob, il faut absolument que tu manges du prana. Voilà, je fais ce que je veux, tu vois ce que je veux dire. Si elle, ça lui apporte du bonheur et qu'elle y arrive, c'est son problème et c'est sa vie. Encore une fois, c'est quoi le bonheur? C'est le sien là. Maintenant qu'elle dise, oui, on peut se nourrir sans rien manger, ou boire de l'eau. Et que c'est valable pour tout le monde. Je pense que c'est pas valable pour tout le monde. Je pense que justement, c'est chacun. Mais même pour elle, je veux dire, je suis pas scientifique et je suis quand même assez ouvert, sinon je travaillerais pas ici. Je trouve ça quand même bizarre que le corps puisse vivre pendant 6 ans juste avec du thé et de l'eau. Voilà. Non, mais ça c'est déjà vu, il n'y a rien de nouveau. Ouais. Ah oui. En Inde, il y a des exemples. En Inde, il y a des exemples aussi. Oui. Non, mais après, c'est le métabolisme aussi de chacun. Comment tu le vis, Non, mais c'est vrai que c'est étonnant parce que je pense si que là, tu gardes. C'est comme le jeûne, si tu peux manger. Si tu peux pendant 20 jours ou 30 jours ne pas manger. Oui, ton corps tu peux se peut-être habituer à ton corps à manger différent. Je sais pas, encore une fois. Moi, je suis circonspect, mais. Avec les problèmes qu'on a de nourriture dans le monde, ça se saurait si le soleil pouvait nous nourrir. Je suis désolé, il y a plein de gens qui meurent de faim. On peut pas. Je suis vraiment, j'ai beaucoup. Mais même le fait de faire des vidéos et de faire des conférences et de dire je ne mange pas depuis 6 ans, moi, je vais pas dire que ça me blesse, mais ça me déplaît énormément. Voilà, je vous le dis, je suis très très énervé là au fond de moi. Mais tu as raison de le dire, si tu le ressens, t'as le droit de le dire. C'est aussi le but de cette émission. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, tant qu'elle n'impose pas quelque chose et qu'elle te dit, moi je vis ça. Par contre, ça dépend comment elle fait aussi ses conférences. C'est-à-dire que si elle dit, moi, vous savez, voilà, je vous expose ce que je vis, ce que je fais, maintenant, ça marchera peut-être pas pour vous. Et si c'est dans cette logique-là et dans cette philosophie-là, ça me gêne pas. Si elle dit, par contre, aux 400 personnes qui viennent la voir, ne mangez plus et nourrissez-vous de prana, là, j'ai plus de problèmes. Ouais, mais même une conférence où elle dirait ça, cette personne, face à des centaines de personnes ou des dizaines de personnes, peu importe. Moi, je suis vraiment désolé, je suis excessivement fermé sur ce sujet-là. Moi, je n'arrive pas du tout à l'envie. Non, mais voilà. Dès qu'on parle de bouffe, là, vous n'allez pas. Non, mais à partir du moment où je pars du principe que c'est juste strictement impossible de ne pas manger pendant 6 ans, le fait de faire des conférences sur. Alors, le mot impossible, tu peux pas le dire parce que je crois que. Je crois que le corps humain et l'homme est tellement bizarre. Il doit y avoir des gens, qui n'ont pas besoin de flotte, par exemple. Il y en a qui en ont besoin. Mais ça peut être un métabolisme particulier. Tu ne peux pas dire impossible. Sinon, ce serait tout blanc, tout noir. C'est plus compliqué que ça. C'est possible de ne boire que de l'eau et de boire du thé pendant 6 ans. Moi, peut-être pas. Non, mais même pour une personne, tu penses que c'est possible? Ah ben, ça doit être possible pour certaines personnes. Sur les 7 millions c'est évident. qu'on est, oui. Ah ben bien sûr. Il y a des gens. Regarde la bonne femme en Allemagne qui voit 1,5 km avec son œil.
Toi, au bout de 300 mètres, tu vois plus rien. Non, mais il y a des gens qui vivent des choses, il y a des particularités. Peut-être que la particularité de certaines personnes, c'est de ne pas avoir à bouffer. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vu, j'ai jamais fait de dossier là-dessus. Mais tu peux pas être catégorique sur le possible ou pas possible. Je sais pas, moi je suis catégorique sur cette personne, par exemple, qui a l'air quand même correcte. Alors c'est vrai qu'elle est pas ronde, mais elle a quand même un minimum de forme. Quand tu connais des personnes anorexiques et quand tu sais ce qui s'est passé au niveau de l'alimentation, je suis désolé, moi je suis hyper hermétique. Ouais, et donc là, le fait que cette personne, mais le fait que cette personne, vu que je suis désolé, je suis fermé, vu que pour moi on est sur un mensonge, le fait de faire une conférence là-dessus et de dire moi j'ai vécu ça peut influencer des gens derrière. Et je trouve ça gravissime. Voilà, en fait, tu es dans tes propres croyances, quoi. Ah bah non, là je suis au-delà d'une croyance. Je suis dans ta conviction. Là c'est une conviction et je pense qu'on pourra vraiment pas me faire changer d'avis. Je pense qu'on pourra pas me faire changer d'avis. Sauf on a compris, hein. Sauf si vraiment on lui fait une télé-réalité et puis on la suit pendant 3 ans et on voit effectivement pendant 3 ans, parce qu'on la filme tout le temps, partout, qu'elle ne mange pas pendant 3 ans. Là, je voudrais bien vous dire, ah ouais, c'est quand même assez dingue, la nana, elle a pas mangé. Mais par contre, ce serait très intéressant de faire un doc parce que je pense que c'est une super idée de doc de dire voilà, cette dame. Bon là il faut des moyens parce que 3 ans suivre une personne. Ah ouais, c'est le documentaire il dure 3 ans donc c'est très long. C'est un gros DVD. Non mais c'est un montage. Par contre ce qui est intéressant c'est est-ce que tu crois à la télépathie, à la télékinésie, à des trucs comme ça? Ça je peux un peu plus l'envisager, ouais. Ah ouais, d'accord. Je dis pas que j'y crois. Je me dis why not. Franchement, why not? Au contraire, je trouve, oui, je suis là-dessus un peu plus. Toi, t'as plus de mal avec ça? Pas du tout, non. Moi, je sais que ça fonctionne. Donc voilà, non, mais je pense qu'encore une fois, c'est honnêtement, même moi, je dis pas que c'est impossible parce que je pense que mais ça, c'est la jeunesse, la fougue. mais quoi qu'il en soit, parce que rien n'est impossible. Je me suis aperçu que sur cette terre, rien n'est impossible, qu'il y avait des trucs. Maintenant, encore une fois, c'est intéressant de savoir, effectivement, la suivre pendant 3 ans et dire voilà, cette femme pendant 3 ans n'a pas mangé. Voilà. Et si là on me démontre 24 heures sur 24 qu'elle a pas mangé, qu'on met des capteurs sur elle, qu'il y a une caméra sans cesse et qu'elle peut pas la débrancher, qu'elle jamais. Là on pourra dire. Le problème c'est qu'entre dire et la réalité c'est compliqué. Voilà, mais... Après je sais que je vais recevoir des mails parce que souvent dans l'actu avec vous visiblement je dis plein de conneries. Et envoyez vos mails si vous pensez que je dis n'importe quoi. Tu dis pas de conneries, tu dis ce que tu sens et ça c'est important. On a créé BTLV pour avoir un espace de liberté sans précédent, donc on peut voir les choses, le problème sous un autre, le problème. Si tu veux. Oui, voilà, c'est pour ça que moi, je crois et je pense que tout le monde ici est d'accord avec ça, quand même aux capacités absolument incroyables du cerveau. Oui. D'accord. On sait qu'on est tout à fait capable de se leurrer nous-mêmes. Alors, sans aller jusqu'à dire le soleil m'apporte telle et telle nourriture. On sait que de toute façon, l'être humain, il a surtout besoin de boire. S'il ne boit pas, il meurt. Ouais. D'accord. Donc, quand tu penses, quand tu penses que par exemple, moi j'ai une amie qui a fait un déni de grossesse. Oui. En 9 mois, elle n'a pas pris 1 gramme, elle n'a pas pris de ventre. Et elle l'a appris le jour où elle était à l'hôpital. Elle est allée pour les douleurs de ventre. On lui a dit, mais madame, vous êtes en train d'accoucher. Elle a dit, ce n'est pas possible ce matin, j'ai fait un footing, ce n'est pas possible. Elle ne voulait pas. Tu vois, elle est en état de choc, elle ne voulait pas. De grossesse, ça veut dire que tu es enceinte et que tu l'acceptes pas. Ça veut dire que ton cerveau s'est arrangé pour que tu ne... il t'a leurré en fait, toi-même. Exactement, il t'a leurré pour que tu ne saches pas que tu es enceinte. Et il s'est débrouillé pour que ton corps ne montre absolument aucun signe de grossesse. Et le cerveau te leurre et te dit, t'as mangé. Donc, est-ce que... Non, sans te dire, t'as mangé. Ça veut dire qu'il pourrait être capable, en tout cas, de maintenir ton corps dans un état, effectivement, ne pas te faire perdre de poids, de muscles, etc. À partir du moment où tu lui apportes quand même de l'eau, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est le cerveau qui t'arrive à te jouer de... Parce que je me dis, il faut quand même être dans un état assez... ne serait-ce que déjà pour l'envisager, pour se dire, je vais tenter ça, il faut quand même être... tu vois, je pense. Il y a une démarche, Voilà, donc oui, peut-être qu'ils sont capables de se leurrer eux-mêmes. Surtout que tous les médecins te le disent, quand même, tu as besoin de gasoil dans la machine. C'est-à-dire que, voilà. Oui, mais tu as besoin aussi de nourriture, quand même. Donc, parce que sinon, tu étais très mal, on le voit. Regarde, je suis désolé, mais quand les mecs étaient en Éthiopie, alors c'est marrant parce que je suis ravi parce que j'ai entendu ce matin que l'Éthiopie était le pays qui explosait avec et que ça va vachement bien, mais il y a 30 ans, l'Éthiopie, ils étaient comme ça, ils bouffaient des sacs de riz et il y avait des biens frais partout. Si on arrivait à se nourrir de prana ou de machin de ça, je pense que si on leur avait dit bois ton urine et bois de l'eau et tu vas bien t'en sortir, voilà. Moi, je suis assez d'accord avec Mathieu, sauf que je ne dis pas c'est impossible. Je suis circonspect sur la réalité possible pour tout le monde. En revanche,
Voilà, il y a des gens qui arrivent à s'asseoir sur des pics là, des kafirs, comment on appelle ça, des fakirs. Fakirs. Voilà, moi, tu mets le cul sur un clou. Voilà. Après, je pense que rien n'est impossible, mais c'est particulier. On touche du doigt quand même deux notions qui sont hyper importantes pour nous, c'est la bouffe. Et la pharmacopée. Bien sûr. T'imagines que c'est pas dans l'intérêt de la pharmacopée. Mais on est bien d'accord. Du jour au lendemain, c'est bon les gars, vous avez votre urine. Mais l'homme, depuis qu'il est arrivé sur cette planète, quand même, il a mangé. Hein, donc il s'est pas dit, tiens, je vais me nourrir au soleil quand même. Donc les chasseurs-cueilleurs, il était pas là de dire, tiens, je vais essayer de prendre une cuillère de soleil. Ouais. Non mais, donc il a ressenti le besoin de manger. Oui. Ceci dit, on n'avait pas de médicaments à l'époque. Oui, les plantes. Les plantes. Ouais, voilà. On s'aperçoit que les mecs se nourrissaient, ils faisaient des amalgames dans les dents, etc. Donc ils avaient aussi de plantes, pas de plantes. Bien évidemment. Pas de médicaments. Les médicaments, on parle de la plante. Après, tu parles avec Bernard Vialici, qui est homéopathe, il te dit que 90% des médicaments, c'est des plantes. Normalement. Enrobés d'un petit truc chimique. Mais qu'il en soit, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que je suis moins catégorique que Mathieu. Je pense que c'est pas impossible. Maintenant, ce n'est pas possible pour tout le monde. Et ça, c'est très important. C'est évident. Mais comme la médiumnité n'est pas accessible à tous, comme toutes les facultés, comme tout le monde ne peut pas courir aussi vite qu'Usain Bolt. Voilà, donc voilà, c'est chacun. On a des trucs bien spécifiques. Pourquoi dans un bassin, t'en as un qui va mettre 10 secondes pour faire les 100 mètres et t'en as un autre qui va mettre 14 secondes et moi 2 jours. Voilà, donc tu vois, je pense qu'on a tous des trucs très... Et je pense que c'est ce qui fait toute la singularité de l'être humain, et qu'on n'a pas tout cerné encore. Regarde les guérisons miraculeuses. Il y a des gens, tu sais pas pourquoi le mec il est au stade terminal et il n'y a plus rien. Il se réveille, et là tu peux pas dire c'est impossible, c'est vérifié et les Toubib le disent. Donc, c'est vérifié et les Toubib le disent. Ouais. Attends, ça se rapproche des études qui ont été faites. Bien sûr, mais c'est pour ça que mais il faudrait savoir s'il n'y a pas des études de Toubib ou cliniques sur les gens qui disent se nourrir de prana. Sur l'effet placebo aussi, on a. Oui, mais l'effet placebo, c'est pas tous les jours pendant 6 ans. Non, mais on a fait croire quand même à des patients qui étaient atteints de cancer qu'on leur donnait des médicaments alors que c'était du sucre. Non, mais c'est pour ça que je dis c'est plus compliqué que ça. Je pense que donc ça revient au pouvoir de notre cerveau. Maintenant, ce serait bien de savoir. Il faudrait qu'on se renseigne. D'ailleurs, monsieur le rédacteur en chef, vous faites rien. Je prends des notes. Renseignez-vous parce que c'est important. Peut-être que ce serait intéressant de voir s'il n'y a pas une étude clinique qui a été faite sur des gens. Parce que je crois que le mec en Inde avait été suivi. Il y a un mec qui dit ne pas avoir mangé depuis 6 ans. Je crois qu'il a été. J'aimerais bien voir si la science est intéressée à cela. Alors, peut-être qu'ils vont dire, en fait, finalement, c'est une pathologie. Comme la nana qui voit 1,5 km, en fait, elle a un problème au cerveau. Donc, c'est à décupler. Ça va. Peut-être que lui, il a un problème au cerveau qui fait qu'il n'a pas besoin de manger. Tu vois, et qu'il y a un palliatif quelque part. Ce serait très intéressant. Note-le. C'est noté. Donc, qu'on fasse une émission dessus parce que moi, j'aimerais bien recevoir cette dame, mais aussi avoir un Toubib, un machin, pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, on peut faire une très belle table ronde d'ailleurs sur le prana, sur les Toubib, sur la nourriture. C'est très bien, très belle idée. Donc voilà, avec des pour, des contre, etc. pour voir ce que ça peut engendrer. Parce que c'est ça aussi BTLV, c'est ok, il y a un postulat de départ, mais on va voir ce qu'il y a en face, etc. Mais je pense que ce serait bien de voir, même si c'est à l'étranger, un Américain, un truc comme ça, qui a fait une étude, ce serait bien d'avoir le point de vue scientifique. Au même titre qu'il y a plein d'études aussi sur l'urinothérapie. Si ça t'intéresse, vous verrez. Non, mais c'est vrai. Et pas le rhinocéros. Hein, d'ailleurs, Tal Chaleur, tu connais Tal Chaleur? Bien sûr. Tal Chaleur, c'est Christian, c'est quand même lui qui a ramené ça en France. Hein. Ouais. Bah oui. Non, mais moi boire ma pisse, il est docteur, il est médecin quand même d'origine. Oui, et je suis bien d'accord, mais moi, boire ma pisse, pour moi, c'est au-delà de tout ce que je peux imaginer. C'est compliqué. Ah non, c'est le truc, alors il faut qu'il mette du sirop à l'intérieur. Je te dis, dans d'autres pays, tu vas dans les pays du Nord, ils regardent leur sel quand ils vont aux toilettes. Pour voir, on l'a fait pendant des années. Oui, mais maintenant on le fait plus. Comment ça va, ça vient de là. Comment ça va ce matin? Il faut toujours jeter un coup d'œil. Non mais je blague pas. Déjà, je pense que habituellement l'humain le fait sans forcément s'en rendre compte. Et c'est vrai que c'est hyper important. Tu sais à peu près où t'en es et si ça va pas, tu vas voir le médecin. C'est important. Ok, super. Non mais c'est vrai. Tu as raison. Et c'est vrai que les Toubib, c'est comme ça qu'ils savaient si le roi était en pleine forme ou pas en pleine forme à l'époque, en fonction de tes selles. Et d'ailleurs, quand tu vas à l'hôpital, on te demande de faire des selles, de mettre. Ils savent tout. Par cela. Donc, en tout cas, un joli dossier en perspective. J'espère qu'on arrivera à le mettre en place jusqu'au bout, ce côté prana, parce que effectivement, ça divise, ça pose des questions, et en tout cas, c'est un sujet de réflexion. On arrive au terme de cette Actu La Rédac et vous, avec de belles discussions encore aujourd'hui. Merci Julien Perron de nous avoir permis de découvrir c'est quoi le bonheur pour vous. Un joli DVD que vous allez pouvoir commander. On va mettre le lien, bien sûr, avec ce replay, ce podcast. Comme ça, vous cliquez dessus et vous allez directement sur la commande. Donc, tournée prévue, c'est ça? Oui. Qui commence début janvier. Donc, je pars quasiment un mois du 8 janvier au 31 janvier.
Je vais faire tout le côté ouest de la France en passant par Paris. Et après, ça sera l'autre côté de la France, mais je pense que ce sera plus à partir de mars. D'accord. Donc, on diffuse le film, on discute après, c'est ça? Exactement. Ouais. Projection débat avec séance de méditation aussi. Ah, magnifique. Cool. Tu vois, Henning, tu vas pouvoir y aller. Voilà, méditation, méditer. Merci, mon Mathieu, d'avoir été là. Voilà, tu dis ça en regardant. Merci, François. Merci, Gérard. Merci, Sylvaine. Merci. Henning, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Anthony qui a réalisé la vidéo de cette émission. Merci, mon Julien. Et puis, à très bientôt. On se retrouve très vite sur BTLV. Ciao. L'actu, la rédac et vous sur BTLV. Bonjour, c'est Gérard Grenet. Je suis chaman urbain et formateur agréé. Parmi mes différents ateliers de transmission, vibratoire, énergétique et quantique, je vous propose ma formation au Cure Massage de décembre. 50 heures de pratique, 6 journées bulles hors du temps. Plaisir de donner et de recevoir par le massage bien-être de relation d'aide et par le toucher holistique et magnétique. L'apprentissage du Cure Massage, c'est début décembre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur gérardgrenet.fr.